Crois-moi, je ne te mens pas. Je lui ai tout caché. La nuit, ce que j'ai ressenti, la grossesse. Je pensais pouvoir partir sans conséquence. Mais quand j'ai voulu quitter sa vie pour de bon, il m'a coincé du regard. Trop près, trop dangereux, et il a dit d'une voix basse, comme si la décision lui appartenait déjà, que ça te plaise ou non, tu restes. Un silence, ses yeux dans les miens. Ce bébé est à moi. Et c'est là que j'ai compris que je n'avais jamais maîtrisé cette histoire. Bonjour, je suis Léna et ce n'est que le début. Chapitre 1. L'avertissement qu'elle n'a pas entendu. C'était le genre de matinée qui annonce quelque chose de bon. Un ciel dégagé, un bon café dès le réveil. Mon blazer beige me seyait à merveille et le contrat était signé depuis la veille. Un salaire doublé. Le poste que je convoitais depuis 2 ans. Un bureau à 20 minutes de chez moi. Je suis descendu dans la rue, mon dossier bien rangé dans mon sac, avec le sentiment que tout se mettait en place. Premier appel, Lorenzo. C'est toujours Lorenzo qui appelle, depuis nos 12 ans, quand on partageait un appartement trop petit pour 2 ados au tempérament de feu. Je savais déjà que sa voix était la première que je voulais entendre quand il se passait quelque chose d'important. Bon ou mauvais, urgent ou banal, lui d'abord, le reste après. Des habitudes d'enfance qu'on ne perd pas. Et celle-ci ne m'a jamais posé de problème. Il a répondu à la 2e sonnerie, comme quand c'est moi qui appelle. J'ai eu le poste, ai-je dit sans préambule, parce qu'avec lui, je n'en avais jamais besoin. Signé hier. Groupe Viscari. Le silence qui a suivi a duré 3 secondes. Je les ai comptés machinalement, par réflexe automatique, comme on connaît son frère sur le bout des doigts et qui sait distinguer le silence de la joie de celui de la retenue. C'était la 2e sonnerie. Viscari, a-t-il répété, et le nom dans sa bouche sonnait différemment que dans la mienne. Groupe Viscari. Oui, ai-je confirmé. Et il y avait déjà quelque chose de différent dans ma voix, aussi. Une menace d'attention qui s'est manifestée avant même que je ne décide d'y prêter attention. Vous les connaissez. Je connais le propriétaire. Et c'est alors que j'ai entendu ce ton grave, celui que Lorenzo utilise rarement et toujours à bon escient, ce qui est le plus agaçant chez lui en tant que grand frère. Ce n'était ni de l'alarme ni du drame. C'était la voix calme et basse de quelqu'un sur le point de dire quelque chose qu'il aurait préféré ne pas dire, mais qu'il dirait quand même, parce que c'est sa façon de faire avec moi. Parle, ai-je dit, et il a parlé, pas tout. Je le comprends maintenant, des mois plus tard, avec le bénéfice amer de quelqu'un qui a survécu à son propre entêtement. Il y avait des pans de l'histoire que Lorenzo a gardés pour lui pour des raisons que je n'ai comprises que bien plus tard. Et il m'a dit ce qu'il pensait que je serais capable d'entendre sans démissionner. Mais assez. Dante Viscari, 35 ans, propriétaire d'un empire qui dépassait largement le cadre du titre de PDG. Un pouvoir qui ne se mesurait pas en contrat, mais en conversation jamais consignée et en problème qui disparaissait avant même d'en devenir. L'un des hommes les plus respectés de la mafia. Un coureur de jupons par choix. Pas du genre à collectionner les noms, mais plutôt les moments, et il ne restait jamais plus d'une nuit avec une femme. Alésia, dit Lorenzo, et je reconnais aussi ce ton. C'était le ton de quelqu'un qui pèse chaque mot avant de le prononcer, choisissant l'ordre parfait pour que je l'entende vraiment. Cet homme va te remarquer. Les hommes comme lui remarquent toujours. J.I.R. Ce n'était pas un rire moqueur. C'était le rire automatique d'une petite sœur qui a grandi en entendant son frère transformer des situations gérables en catastrophes imminentes et qui, après 15 ans de vie commune, a appris à doser l'alerte en fonction de ses antécédents. Parmi les antécédents de Lorenzo, on compte l'interdiction de faire du vélo dans la rue à 13 ans et la conviction que je me perdrais seul dans le métro à 18 ans. Cet homme a un don particulier pour surestimer le danger. Lorenzo, dis-je avec la patience que je lui réserve exclusivement. Je suis assistante de direction. Je vais organiser les agendas et préparer des rapports. Tu vas entrer dans son bureau tous les jours. Il répondit sans hausser le ton ni accélérer le rythme, ce qui était plus inquiétant que s'il avait crié. Je vais travailler. Je dis, il y a une différence. Pour toi, oui. Pour lui, peut-être pas, je restais silencieuse un instant. Non pas parce qu'il m'avait convaincu, mais parce qu'il y avait quelque chose dans la certitude tranquille de sa voix qui me touchait d'une manière que je préférais ne pas remarquer. Lorenzo n'exagérait pas, Lorenzo était précis, et je savais faire la différence entre les deux quand j'y prêtais attention. Tu me fais peur à propos d'un homme que je n'ai même pas encore rencontré, dis-je. Je te prépare, répondit-il. Puis, après une pause qui dura juste assez longtemps pour que je sente le poids de ce qui allait suivre. Il ne séduit pas comme un homme normal, allez. Il n'a pas besoin de phrases d'accroche. Il utilise sa présence, sa proximité, le temps. Tu te rendras compte que tu es différente avant même de comprendre pourquoi. Et quand tu comprendras,
Il sera déjà trop tard pour faire semblant de ne rien avoir remarqué. J'avais envie de lui dire qu'il exagérait. J'avais envie de lui dire que j'étais adulte, que je savais me débrouiller seul, que j'avais survécu à des choses bien plus compliquées qu'un patron réputé pour être un coureur de jupons. Et j'ai dit tout cela avec la fermeté de quelqu'un qui croit ce qu'il dit parce que j'y croyais vraiment. Ce n'est pas une question d'intérêt, a dit Lorenzo avant que je puisse finir ma phrase. C'est sa façon de faire. Tu peux ne pas être intéressé et pourtant ressentir quelque chose. Ce sont deux choses différentes. Un silence s'est installé entre nous pendant quelques secondes. Le soleil avait encore un peu avancé pendant notre conversation, la rue en contrebas était plus animée, et j'ai serré le téléphone plus fort que nécessaire sans m'en rendre compte. Promets-moi de m'appeler si tu ressens quoi que ce soit d'étrange, a-t-il demandé. Sa voix avait cette nuance fraternelle, cette protection sans jugement. J'ai pris une profonde inspiration, puis j'ai répondu avec la conviction sincère de quelqu'un qui dit la vérité telle qu'il aperçoit à cet instant précis. Je te promets que je ne ressentirai rien. Je croyais avoir raison, sans ironie, sans arrogance, sans l'ombre d'un doute qui aurait dû planer et que j'aurais perçu si j'avais écouté mon frère avec un peu moins d'assurance et un peu plus d'attention. J'ai appelé Sofia, qui a hurlé de satisfaction, transformant tout en fête avant même que cela ne commence. Je n'ai pas mentionné Lorenzo. J'ai rangé son avertissement dans ce tiroir intérieur que j'utilise quand le monde me demande plus que je ne suis capable d'assimiler d'un coup, et j'ai continué mon chemin avec l'impression naïve d'une porte sur le point de s'ouvrir. Je ne m'étais pas trompé au sujet de la porte. Je m'étais juste complètement trompé sur ce qui se trouvait de l'autre côté. 10 étages plus haut, 20 minutes à pied. Dante Viscari avait mon dossier ouvert sur son bureau. Procédure standard pour quiconque a accès à son agenda. J'ai appris plus tard qu'il n'avait pas fini de le lire, qu'il avait refermé à mi-chemin, l'avait mis de côté et était resté assis en silence à regarder par la fenêtre. Marco a dit que c'était le seul moment depuis des années où il n'avait pas réussi à deviner ce que pensait le patron. Chapitre 2. La rencontre. L'immeuble de Viscari Holdings était un bâtiment de verre et d'acier sombre, aux lignes droites, une architecture qui semble dire « Nous n'avons rien à prouver, l'élégance se suffit à elle-même ». La réceptionniste vérifia mon nom, détacha le badge temporaire et marqua une demi-seconde d'hésitation avant de me le tendre. « Bonne chance », dit-elle, accompagnée d'un sourire poli qui n'atteignait pas ses yeux, un sourire de façade, cordial mais dénué de toute chaleur. J'accrochai le badge et me dirigeai vers l'ascenseur, avec l'impression que ces deux mots recelaient une signification que je préférais ignorer. Le 10e étage était silencieux, non pas vide, mais plein. Le silence d'un lieu où l'on parle à voix basse, par habitude. Dans le couloir, les assistants m'observaient du regard, comme s'ils calculaient ma durée de vie. Je frappai à la porte de son bureau, entrai et m'arrêtai. Dante Viscari ne leva pas les yeux de ses documents à mon arrivée. Il resta là, stylo à la main, la tête légèrement penchée sur le papier, immobile et parfaitement conscient de ma présence, ce qui était différent de l'ignorer. Il savait que j'étais là. Cette immobilité n'était pas une distraction, mais une stratégie. Il me faisait ressentir le poids de la pièce avant même d'oser l'occuper. Je restai planté devant la porte et comptai 45 secondes, avec la colère contenue de quelqu'un qui reconnaît les tactiques et refuse de la laisser transparaître, le temps de humer le bois et le cuir et de comprendre qu'il n'avait pas besoin d'un mot pour me faire comprendre qui commandait ici. Puis il leva les yeux. Lentement, avec le calme de quelqu'un qui n'est jamais pressé. Son regard croisa le mien et s'y attarda. Non pas le regard scrutateur d'un patron qui évalue un nouvel employé, mais le regard prolongé et serein d'un homme qui vient de trouver quelque chose d'intéressant et qui n'a aucune envie de détourner les yeux. Quelque chose se produisit en moi, rapidement, involontairement, avant même que je puisse y réfléchir. Le genre de réaction qui surgit avant même qu'on ait le temps de la contrôler. J'ai pensé à Lorenzo à cet instant précis. Il va te remarquer. Les hommes comme lui remarquent toujours. Je me suis redressé. J'ai décidé sur le champ que je ne laisserais pas cet homme deviner l'effet que son regard avait sur moi. Je serais professionnelle, compétente et intouchable. Et je le resterai coûte que coûte. Romano, dit-il. Sa voix était basse, directe, sans intonation superflue, et m'atteignit avec une précision inattendue pour 2 syllabes. Oui, répondis-je. Assieds-toi. Ce n'était pas une invitation. C'était un ordre. Et la différence ne résidait pas dans le mot. Elle était dans tout ce qui l'entourait, le ton, la posture, le regard qui ne quittait pas des yeux. Je me suis assise, j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai posé le dossier sur le bureau, j'ai sorti mon stylo d'un geste machinal, comme pour toute réunion. Puis j'ai levé les yeux vers lui, car c'était la moindre des choses, une attitude professionnelle. Parce que je n'allais pas faire semblant qu'il y avait quoi que ce soit dans cette pièce qui m'empêcherait de regarder droit devant moi. Il me fixait toujours avec ce calme qui commençait à m'irriter d'une façon inexplicable. Vous avez lu la description du poste,
dit-il. Ce n'était pas une question. Je l'avais lu. J'ai répondu et j'ai préparé un résumé des priorités pour la première semaine. Si vous voulez la consulter. Un bref silence. Quelque chose a traversé son regard. Trop vite pour que je puisse le distinguer, mais quelque chose l'a traversé. Je n'en ai pas besoin, dit-il. Je connais déjà les priorités. Puis il est retourné à ses documents comme si la conversation s'était terminée ainsi, sans consulter personne. Je l'ai regardé une demi-seconde, la demi-seconde que je m'accordais, juste celle-là, puis j'ai ouvert mon ordinateur portable et je me suis mis au travail. La guerre était déclarée, et le plus irritant était qu'il ne semblait même pas s'en rendre compte, ou pire, qu'il le savait et qu'il ne jugeait tout simplement pas nécessaire de faire un effort pour l'instant. J'ai passé la matinée à m'acclimater au rythme du bureau. À 11 heures, lorsqu'il a prononcé mon nom sans lever les yeux, j'avais déjà le document prêt avant même qu'il ait fini sa phrase. Il l'a lu, marquant une pause de plus que nécessaire. Bien. Mais je l'ai vu. J'ai vu l'instant où son regard s'est posé sur moi une seconde avant de replonger dans le papier avec cette attention qui n'avait rien de professionnel et qu'il ne cherchait pas à dissimuler. Il ne le criait tout simplement pas. Et j'ai compris avec une clarté qui me mettait mal à l'aise que Lorenzo n'avait absolument rien exagéré. Cet homme m'avait remarqué. Et ce que je n'ai voulu admettre que bien plus tard, alors que je rentrais chez moi ce soir-là, mon ordinateur portable sous le bras, entouré par le bruit de la ville, c'est que je l'avais aussi remarqué, d'une manière qu'il me serait très difficile de nier. Chapitre 3. La connexion interdite. Les 2 premiers mois furent une guerre froide qui avait commencé sans que je m'en rende compte. Dès le premier regard, dès les premières instructions, et lors des réunions qui ne figuraient jamais à l'agenda officiel, des rencontres impromptues à huis clos, avec des hommes sans insigne qui disparaissaient sans laisser de traces. Face à ces détails, il devenait impossible de prétendre que Dante Viscari n'était qu'un simple PDG. Un nom revenait sans cesse lors de ces réunions, jamais prononcé à voix haute en ma présence, mais consigné dans un document qui avait transité par erreur sur mon bureau et que j'avais lu avant de le rendre. Abattu, j'ignorais de qui il s'agissait. Mais la façon dont Marco me prit le papier des mains, rapidement, sans un mot, avec un regard à la fois intrigant et implorant, me fit comprendre que ce n'était pas quelqu'un que je souhaitais connaître. De mon côté, j'avais clairement établi les règles pour moi-même, car j'étais la seule personne qui comptait. Professionnelle, compétente, intouchable, surtout après avoir compris que ce bureau dissimulait bien plus que des contrats et des rapports. Après ces réunions inexistantes, ces noms non consignés et ces silences qui en disaient plus long que n'importe quelle explication, je livrais tout en avance, anticipais les problèmes avant même qu'ils ne les soulèvent, résolvais les problèmes que d'autres remettaient à plus tard avec une efficacité que je savais bonne et que je refusais d'utiliser pour l'impressionner. Une distinction importante à préserver, même si j'étais la seule à le savoir. Il était exigeant, mais à juste titre. Exigeant, sans s'en excuser. Direct, presque cruel dans son objectivité. Comme quelqu'un habitué à gérer des conséquences inimaginables pour les autres. Quand quelque chose n'était pas à la hauteur, il le disait. Quand je dépassais ses attentes, il ne disait rien. Mais il le remarquait. Je voyais bien qu'il le remarquait. S'il avait été simplement exigeant ou froid, je m'y serais habitué. Le problème, c'était son attention. Sa façon d'analyser tout et tous avec une maîtrise qui ne relevait pas de l'impulsion, mais du calcul. Il ne réagissait pas. Il décidait, et il me scrutait avec la même précision que je le scrutais, ce qui rendait impossible de le traiter comme un patron ordinaire. Les détails ont commencé à s'accumuler à la fin du premier mois. Si discrètement que je ne m'en suis rendu compte que lorsqu'il était trop tard pour faire semblant de ne rien avoir vu. Le café fut le premier. J'avais l'habitude de prendre le mien avant d'arriver au bureau le matin. Un café noir, sans sucre, dans une petite tasse. Un lundi, en arrivant à la salle de pause, j'ai trouvé une tasse déjà prête. Mon nom était inscrit sur un post-it collé à côté, avec l'écriture précise de quelqu'un qui écrit comme il parle, direct, sans fioriture. Je l'ai fixé pendant 3 secondes avec une expression qui a dû être drôle, car Carla, l'assistante du service financier, est passée à ce moment-là et a dit, sans s'arrêter ni se retourner, « Bienvenue au club ». Je n'ai pas demandé ce qu'elle voulait dire. J'ai pris le café, je suis entré dans le bureau et je n'ai rien dit. Lui non plus. Et le café est réapparu chaque matin, parfaitement préparé, sans que je l'aie jamais demandé et sans qu'il n'en ait jamais parlé. C'était un petit détail. Le problème avec les petits détails, c'est qu'ils s'accumulent. Le deuxième détail, c'était la robe verte. Je la portais rarement, seulement les jours où j'avais besoin de me sentir forte intérieurement. Elle épousait ma taille avec élégance, sans en faire trop, et tombait droit sur mes hanches, avec une ligne qui ne cherche pas à attirer l'attention, mais qui la capte quand même. Un jeudi du 2e mois, je la portais car j'avais une présentation importante et je voulais ressentir ce que je ressens quand je la porte. Une présence affirmée.
Dante annula la réunion de 11 heures sans donner d'explication. Il resta au bureau toute la journée. Et durant toute cette journée, l'attention qu'il me portait était différente. Pas plus évidente, pas plus fréquente, mais d'une intensité différente, comme si le volume de quelque chose avait été légèrement augmenté sans que personne ne le dise. C'étaient ses yeux qui s'attardaient une seconde de plus avant de se replonger dans le document. C'était cette pause infinie entre le moment où il m'appelait par mon nom de famille et celui où il terminait sa consigne, comme si cet intervalle existait pour quelque chose qui dépassait le cadre de la phrase. C'était sa façon d'être. Lorsque je m'approchais du bureau pour lui remettre un document, l'espace entre nous semblait avoir une densité différente de tout autre espace dans la pièce. Je ne portais pas la robe verte la semaine suivante. Il me fallut 2 semaines pour en accepter la raison. Le troisième détail fut celui qui réduisit à néant toute argumentation rationnelle que je m'efforçais encore de défendre. À la fin du 2e mois, un dîner d'affaires était organisé avec les dirigeants d'une entreprise partenaire. J'étais présente par fonction, gérant la logistique, discrètement, comme le font les assistantes de direction dans ce genre de situation. Tout se déroulait bien jusqu'à ce que l'un des dirigeants, un homme d'une 50aine d'années, déjà bien imbibé, fasse une remarque à mon sujet alors que je quittais la table. Je n'ai pas entendu la remarque. J'ai compris de quoi il s'agissait par la suite. Le lendemain matin, Dante a résilié le contrat avec cette entreprise. La raison officielle, consignée dans le procès-verbal par Marco avec le ton d'un auteur de fiction que tous ont accepté de prendre pour argent comptant, était des divergences stratégiques à long terme. Marco Vitali, qui observait la situation depuis le début avec l'œil de quelqu'un qui documente mentalement une histoire qui n'est pas encore terminée, a souri pour la première fois depuis des mois. Un sourire discret et fugace. Il ne cherchait ni à le dissimuler ni à l'afficher. Il le laissait simplement s'exprimer, ce qui, dans le vocabulaire de Marco, équivalait à un long commentaire détaillé. J'ai appris la rupture de mon contrat par hasard, dans un courriel qui m'avait été envoyé par erreur. Je suis resté longtemps assise devant mon ordinateur portable, l'information affichée à l'écran, sentant une sensation étrange s'installer en moi, une sensation que je n'avais pas recherchée et que je ne savais pas comment gérer. C'était un mélange de chaleur et d'inquiétude, dans une proportion indéterminée. Ce soir-là, j'ai appelé Lorenzo. Je lui ai dit que le travail se passait bien, que le patron était exigeant, mais que tout se déroulait comme prévu. Lorenzo m'a demandé, comme toujours, « Ça va ?» « Oui », ai-je répondu, sans rien ajouter. J'ai gardé le reste pour Sofia, à qui tout finissait toujours par aboutir, car Sofia ne juge pas, ne panique pas et ne dit jamais « Je te l'avais bien dit ». Sofia écoute, analyse et dit exactement ce qu'elle pense, ce qui est parfois pire, mais au moins c'est honnête. Le 3e mois, la guerre froide a cessé d'être froide. Pas de façon ostensible, mais l'atmosphère du bureau avait changé. La tension qui planait encore après le départ de la plupart des gens, qui hantaient les couloirs lorsqu'ils passaient trop près, qui s'étirait une seconde de trop entre 2 instructions. C'était cette conscience constante de sa présence dans la pièce. C'était savoir, sans même le regarder, quand il se levait de sa chaise, quand il s'approchait, quand il s'arrêtait un instant trop près de mon bureau, un instant qui dépassait largement ce que la situation exigeait. C'était sa façon de prononcer mon nom de famille, Romano. 2 syllabes qui, pour la plupart des gens, ne sont qu'un nom de famille. Mais dans sa voix, cela prenait une intonation que j'avais commencé à reconnaître comme bien différente de sa façon habituelle de m'appeler. Comme si ce nom était une frontière qu'il choisissait de franchir à chaque fois qu'il le prononçait lentement, avec le calme de quelqu'un qui n'est pas pressé parce qu'il a déjà décidé d'atteindre son but. J'ai fait semblant de ne rien remarquer. C'était tout ce qui me restait. Et puis vint l'après-midi d'un mercredi ordinaire. Ordinaire jusqu'à ce qu'il ne le soit plus. J'étais penché sur la table de conférence, en train d'organiser les documents pour la réunion du lendemain. C'était la fin de la journée. La salle s'était vidée peu à peu, et un silence particulier régnait. Ce silence qui n'existe que lorsqu'un grand espace perd la plupart de ses occupants, sans pour autant que la tension qu'ils y ont laissée disparaisse. La lumière était plus tamisée, les couloirs plus silencieux, et j'étais concentré sur l'ordre chronologique d'un rapport mal assemblé, ce qui m'irritait suffisamment pour me détourner du reste. J'ai entendu la porte du bureau de Dante s'ouvrir. J'ai entendu des pas, et je les reconnais maintenant. Leur rythme, le poids particulier qu'ils exercent sur le parquet, la vitesse toujours la même, sauf quand elle ne l'est pas. Mon cerveau avait accumulé ces informations au cours des dernières semaines sans me demander mon avis, et j'avais cessé de lutter contre ce fait, car lutter n'y servait à rien. Les pas se rapprochaient en direction de la bibliothèque au fond de la salle, derrière la table de conférence où je travaillais. La salle était grande. Il y avait assez de place pour passer par n'importe quel chemin. Il est passé derrière moi, et en une fraction de seconde, je peux encore la reconstituer avec une précision troublante. Sa main a effleuré mon dos, le bout de ses doigts sur le creux de ma hanche pendant moins de 2 secondes,
avec une légèreté qui aurait pu passer pour un accident si elle n'avait pas été si consciente. Si ses pas n'avaient pas ralenti d'un degré précis à cet instant, à ce point précis, avant d'accélérer à nouveau, ce n'était pas un accident, et nous le savions tous les deux. Je me suis redressé lentement, les documents toujours à la main, la chaleur de ce contact se répandant dans mon corps comme une sensation qui s'impose sans prévenir et qui ne disparaît pas quand on décide de la faire disparaître. Il était déjà de l'autre côté de la pièce, dos tourné, ouvrant un dossier sur l'étagère avec le calme absolu de quelqu'un qui ne fait absolument rien. Épaules ouvertes, mouvements précis, rien ne laissait présager quoi que ce soit. Le silence entre nous avait une texture différente de tous les silences qui avaient régné dans cette pièce jusque-là. J'ai fini de ranger les documents avec la précision d'une experte, car laisser échapper le moindre détail aurait été admettre quelque chose que je n'étais pas encore prête à admettre. J'ai ramassé le dossier, attrapé mon sac et quitté la pièce sans me retourner, car me retourner était la seule chose que je savais, à cet instant précis, que je ne pouvais pas faire. J'ai ressenti la chaleur de ce contact pendant des heures. Au restaurant où j'ai rencontré Sophia, lui ai-je dit. Je n'avais pas prévu de lui en parler. Les mots sont sortis avant même que je prenne ma décision, comme c'est souvent le cas avec la bonne personne. Il m'a touché, ai-je dit. Sophia a posé son verre. Comment. Sur mon dos, en passant. J'ai ramassé mon verre de vin très légèrement. Alésia, a-t-elle dit d'une voix qui trahit une évidence que l'autre personne ne veut pas encore entendre. Les hommes comme lui ne font rien sans le vouloir. Je le savais. Je le savais depuis le moment où c'est arrivé. Avec cette lucidité irritante de quelqu'un qui réalise quelque chose au pire moment, mais entendre Sophia le dire à voix haute l'a rendu réel d'une manière que j'avais passé des heures à essayer d'éviter. Et puis, dit-elle. Et puis plus rien, répondis-je. C'est mon patron. Sophia me fixa longuement, l'air de quelqu'un qui a beaucoup à dire et qui hésite sur la première chose à dire. Pour l'instant, dit-elle en commandant un autre verre de vin. Chapitre 4. Lavangereus et séduction. Au bout de 5 mois, Dante cessa de faire semblant d'être professionnel. Pas de façon flagrante, pas d'une façon que je pourrais décrire ou formuler objectivement, mais d'une façon que je ressentais viscéralement, avec cette clarté gênante de quelqu'un qui a déjà passé trop de temps à décrypter les silences d'un homme en particulier et qui ne peut plus faire semblant de ne pas les comprendre. Tout a commencé dans l'ascenseur. Nous y sommes entrés ensemble un jeudi après-midi, après une réunion qui avait débordé et qui avait laissé dans le bureau cette énergie résiduelle d'une chose importante qui venait de se terminer, juste nous deux. Il appuya sur le bouton du rez-de-chaussée, les portes se fermèrent et le petit espace de l'ascenseur me parut soudain plus petit que sa taille réelle. Je me tenais face aux portes. Il se tenait derrière moi. Son parfum m'est parvenu avant tout le reste. Du bois, de l'ambré. Un mot en dessous, sans nom, dans aucune bouteille que j'ai jamais vue, mais que mon cerveau avait enregistré il y a des semaines, archivé avec une attention que je n'avais pas autorisée. Je fixais les portes closes avec la détermination de quelqu'un qui se sert de sa concentration comme d'un bouclier. Et je savais, au fond de moi, que ce bouclier était en train de céder. 3 étages plus loin, il se rapprocha, 1 centimètre. Juste un, mais dans un espace si restreint et une tension si palpable. 1 centimètre, c'est la différence entre une distance gérable et un territoire totalement inconnu. « Tu portes cette robe exprès, » dit-il. Sa voix était si basse que je l'ai plus sentie qu'entendue, arrivant à ma nuque avant d'atteindre mes oreilles. Ce n'était pas une question. C'était une affirmation, prononcée avec le calme de quelqu'un qui a déjà tiré une conclusion et qui se contente de la communiquer. Je ne me suis pas retourné. J'ai répondu en regardant les portes, d'un ton aussi neutre que possible, « Je porte ce que je veux. » « Je sais, » dit-il, et il marqua une pause d'une seconde avant de terminer, « C'est ce qui me dérange. » Les portes l'ascenseur s'ouvrit. Je sortis la première, d'un pas assuré, comme quelqu'un qui sait où il va. Ce n'est qu'une fois le coin passé et hors de son champ de vision que je laissai échapper un souffle, comme si je retenais mon souffle depuis le 3e étage sans m'en rendre compte. Il resta immobile 2 secondes avant de sortir de l'ascenseur. Je ne l'ai pas vu, mais je le savais. Tout comme je savais où il se trouvait dans n'importe quelle pièce, je savais quand il s'arrêtait, et je savais ce que ces 2 secondes signifiaient. Le voyage à Milan était prévu 2 semaines plus tard. Au programme, réunion avec des partenaires italiens, un emploi du temps chargé, une logistique que j'avais organisée avec ma précision habituelle, des suites séparées au même étage. J'ai accueilli cette nouvelle avec soulagement, puis je me suis agacé de ce soulagement, car il impliquait que j'avais envisagé l'alternative, et c'était précisément ce que j'avais décidé de ne pas faire. La première journée fut longue et technique. Lors d'une des réunions, j'ai repéré une faille dans la projection d'un cadre milanais avant tout le monde et je l'ai dit. L'assistance s'est évanouie. Silencieux. Dante tourna la tête vers moi. Il ne sourit pas, mais il y avait quelque chose dans son regard que j'enregistrais sans le vouloir. Ce soir-là, j'étais au bar de l'hôtel,
mon ordinateur portable ouvert, avec la ferme intention de travailler encore 2 heures avant de dormir. Vêtu simplement, les cheveux lâchés pour la première fois depuis des jours, un verre de vin commandé pour me récompenser de cette longue journée, il apparut. Il s'assit à côté de moi, et non pas en face, son bras à quelques centimètres du mien. La chaleur de sa présence m'envahit avant même qu'il n'ait un mot, comme toujours. « C'est fini, dit-il. »« Je sais, » répondis-je, puis je fermai l'ordinateur. Je le fermai sans discuter, sans demander pourquoi, avec cette absence de résistance qui me surprit et que je décidai de ne pas analyser sur le moment, car analyser m'empêcherait de rester, et je voulais rester. C'était le hic. Nous restâmes 1h30 dans ce bar. Il parlait peu, mais quand il parlait, c'était authentique, d'une authenticité qu'on ne retrouve pas dans les réunions ou les consignes professionnelles. Il mentionna Milan enfant, presque involontairement, comme quelqu'un qui se libérait. Un mot avant de décider s'il voulait le divulguer. J'ai mémorisé tout ce qu'il a dit avec cette attention que j'avais essayé d'éteindre il y a des mois et qui était à son comble ce soir-là. Au moment où je m'apprêtais à me lever, sa main s'est posée sur la mienne, sur la table, lentement, intentionnellement, sans le moindre artifice. J'ai regardé sa main, ses doigts qui recouvraient les miens d'une fermeté tranquille, non pas une pression, mais un poids. Un poids qui ne vient pas de la force, mais de l'intention. Et je n'ai pas retiré ma main. « Tu es différente », a-t-il dit d'un ton péremptoire, sans le ton calculé d'une phrase de drague, juste une phrase directe, prononcée comme un fait avéré. « Tu dis ça à tout le monde », ai-je dit, en regardant sa main toujours posée sur la mienne. « Je ne dis rien à tout le monde », a-t-il répondu. Et je l'ai cru sans hésiter, sans avoir besoin d'autres preuves, avec cette certitude immédiate qui surgit quand quelque chose est vrai, d'une manière que le corps reconnaît avant même que la tête ne l'analyse. Je l'ai cru. Et c'était exactement ça. Ce qui m'avait effrayé. Je suis allé dans ma chambre, le cœur battant la chamade, refusant d'y prêter attention. J'ai appelé Sophia, qui hurlait au téléphone avec une telle intensité que j'ai arraché l'appareil de mon oreille. Elle m'a dit que je méritais une nuit, juste une, qui n'aurait pas à devenir quoi que ce soit. Que demain, je redeviendrais l'assistante impeccable. Mais que cette nuit était à moi, si je le voulais. J'ai raccroché. J'ai fixé le plafond pendant 40 minutes. Le lendemain, nous sommes arrivés tous les deux impeccables aux réunions et avons passé la journée entière à faire comme si la nuit précédente n'avait jamais eu lieu, à la différence que nous savions tous les deux que c'était arrivé et que cette conscience partagée changeait la qualité de chaque silence entre nous. L'après-midi, à la fin des réunions, il est passé devant la pièce où je rangeais des documents et a dit en passant, sans s'arrêter, « Dîner à 20h, client important, viens ». J'y suis allé. C'était du travail. Je l'ai compris comme tel. Le restaurant était petit, discret, à la lumière tamisée, le genre d'endroit qui ne figure sur aucune liste, mais où les plats arrivent avant même qu'on ait commandé. Et le sumeiller connaissait le nom du propriétaire par cœur. Je suis arrivé à 8h pile. Il était déjà là, lui seul, le client, ai-je demandé en regardant autour de moi. Dante m'a regardé avec cette expression qui ne laisse rien transparaître et qui en dit long à la fois. Annulation de dernière minute. Je me suis arrêté, je l'ai regardé vers la table dressée pour deux, vers le verre de vin déjà versé à ma place. C'était prévu, ai-je dit. Il a incliné légèrement la tête, comme si la réponse était trop évidente pour nécessiter des mots. Tu aurais pu me le dire, ai-je dit. Tu ne serais pas venu, a-t-il répondu. C'est vrai. Je me suis assise. Le dîner était une conversation, authentique, simple, sans prétention, sans ordinateur portable. La suite naturelle de tout ce qui avait commencé au bar la veille. Il a commandé le vin sans consulter la carte et savait ce que je voulais avant même que je le sache. J'ai ri à une remarque sèche qu'il a faite à propos du cadre milanais de la veille, il m'a regardé en riant avec une expression que je n'ai pas pu définir mais qui est restée gravée dans ma mémoire, dense et silencieuse comme le restent les choses importantes. Au milieu du dîner, il porta lentement sa main à mon visage, sans précipitation. Son pouce effleura ma joue d'un contact si léger que j'ai failli croire l'avoir rêvé, mais non. La chaleur de ce contact était plus réelle que tout ce que j'avais ressenti depuis longtemps. « Tu as un sourire », dit-il de cette voix basse qu'il employait quand il voulait que je sente plus qu'entendre ce sourire que tu dissimulais au travail. Je ne répondis pas. Je ne pouvais pas. J'y pensais sans cesse. Sa main descendit doucement le long de mon cou, le bout de ses doigts traçant le chemin avec une lenteur délibérée, s'arrêtant à mon épaule. Depuis le premier jour, la chaleur de sa main à travers le tissu de ma robe était une réalité physique, impossible à ignorer. Et je concentrais toute mon énergie pour ne rien laisser paraître sur mon visage, même si une partie de moi savait qu'il le lisait déjà. « Dante », dis-je. Ma voix était différente de ce que j'avais prévu. Plus basse, moins assurée. « M », répondit-il sans bouger sa main, sans reculer d'un millimètre. « Tu le fais exprès. » « Oui,
répondit-il sans hésiter. C'est exact. Son honnêteté me désarma. Ce n'était pas un jeu. C'était un homme qui avait cessé de faire semblant. Il retira lentement sa main et je passai le reste du dîner à essayer de retrouver mon rythme respiratoire. Dans la voiture, sur le chemin du retour à l'hôtel, le silence entre nous avait une toute autre texture que tous les silences précédents, chargé, conscient. Nous savions tous les deux où cela allait nous mener, et aucun de nous ne prétendait l'ignorer. Et il y avait dans cette honnêteté muette quelque chose de plus intime que tout ce que j'avais pu attendre de cette soirée. Lorsque la voiture s'arrêta devant l'hôtel, il ne bougea pas pour descendre. Je le regardai. Il me regarda en retour et le contrôle qu'il affichait toujours, ce mur précis et impénétrable, était légèrement entrouvert, comme une porte, un bocal dans l'obscurité. Je pouvais voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Et ce qu'il y avait de l'autre côté, ce n'était ni le patron froid ni le mafieux calculateur. C'était l'homme. J'ouvris la portière. Il sortit de la voiture derrière moi, à la porte de sa chambre. Alors que j'allais lui dire bonsoir et partir, lucide comme il me restait, sa main se referma doucement sur mon poignet. Il me fit pivoter vers lui et m'embrassa. Ce n'était pas un baiser tendre. C'était profond, précis, chargé de tout ce que j'avais refoulé ces 5 derniers mois. Dans ses effleurements interrompus, dans ses regards qui s'éternisaient, dans ses silences pesants. Ses lèvres sur les miennes avaient cette qualité de quelque chose qui, enfin, avait trouvé sa place. Et je vacillais en une fraction de seconde. Mes mains s'agrippèrent à son costume par pur instinct, pour ne pas tomber. Il approfondit le baiser, sa main sur mon visage, son pouce sur ma mâchoire, me retenant avec une fermeté qui me disait qu'il n'était pas pressé. Mais il n'y avait plus d'espace entre nous. Quand il ouvrit la porte et me fit entrer, je pénétrai dans la chambre. Elle était plus grande, plus sombre, et toute la ville de Milan s'étendait à mes pieds à travers la baie vitrée. Je m'arrêtai devant la vitre. Il referma la porte. Le reflet de nous deux dans la vitre, lui s'approchant lentement, nos regards se croisant dans le miroir avant que sa main ne se pose sur ma taille par derrière, était une image que je savais que je garderais longtemps en mémoire. Alésia, la première fois qu'il prononçait mon nom. Pas Romano. Alésia l'a dit d'une voix différente de toutes celles que j'avais entendues auparavant. Sa bouche près de ma tempe, la chaleur de sa voix précédant tout contact. Si tu veux partir, je ne veux pas partir, ai-je dit. Et ce fut la dernière décision rationnelle que j'ai prise cette nuit-là. Ce que je sais, c'est que Dante Viscari, dans cette chambre à Milan, n'était ni le patron froid ni l'homme en costume sur mesure qui intimide sans avoir besoin d'élever la voix. C'était l'homme qui me regardait comme s'il avait enfin trouvé quelque chose qu'il ne savait pas chercher, et qui me touchait avec une attention méticuleuse, comme quelqu'un qui s'attarde sur chaque détail, lentement, avec cette précision qu'il mettait dans tout. Mais cette nuit-là, l'atmosphère était tout autre, et c'était plus dangereux que tout ce qu'il avait fait auparavant. Chapitre 5. Le lendemain matin. Il m'a fallu quelques jours pour comprendre ce qui s'était passé. Pas la nuit à Milan. Je l'ai comprise avec une clarté presque irritante. Ce qui m'a pris plus de temps, c'est la suite des événements et comment chaque élément s'imbriquait dans une logique qui, avec le recul, était sous mes yeux depuis le début. Je me suis réveillé avant lui. Milan était encore plongé dans l'obscurité. Les immeubles n'étaient que des points lumineux à travers la fenêtre. Je suis resté allongé en silence, accablé par le poids silencieux de ce qui s'était passé. Dante dormait sur le côté, le bras étendu à l'endroit où j'étais. Armure, plus d'hommes. Je me suis levé sans faire de bruit. J'ai ramassé la robe par terre, je suis allé à la salle de bain, et quand je suis revenu dans la chambre, il était réveillé, appuyé sur un coude, les yeux déjà ouverts, me regardant déjà avec cette attention qu'il ne quittait pas, même au réveil. « Tu t'enfuis », a-t-il dit. Sa voix avait encore le timbre rauque du matin, plus grave que d'habitude. Et il y avait dans cette question une pointe d'humour que je n'attendais pas de lui à ce moment-là. « J'ai des choses à organiser », ai-je dit. « Vol à 15 heures. »« Je connais l'heure du vol », a-t-il répondu. « Il est 8 heures du matin. » Puis il s'est levé, est venu vers moi et m'a embrassé avec ce calme délibéré de quelqu'un qui n'est pas pressé et qui ne va pas faire semblant de l'être. Une main sur mon visage, l'autre sur ma taille, et le baiser a duré assez longtemps pour anéantir toute argumentation que je pouvais avancer sur la distance, le bon sens et le fait de redevenir l'assistante impeccable. Au petit déjeuner, dans un chaos qu'il connaissait depuis l'enfance, Dante était une version il était comme je ne l'avais jamais vu, ouvert d'une manière qui ne collait ni aux réunions ni aux consignes professionnelles. Il s'intéressait à moi, pas au travail. Et quand j'ai évoqué la réunion de la veille, il a ri. Un petit rire sincère, le genre de rire que je n'avais entendu que 2 fois en 5 mois. Et à chaque fois, cela provoquait en moi un malaise. À l'aéroport et pendant le vol, nous travaillions côte à côte, son bras frôlant le mien sur l'accoudoir central. Un geste suffisamment délibéré pour ne pas être accidentel,
suffisamment naturel pour ne pas nécessiter de commentaires. Quand la voiture m'a déposé devant mon appartement, il est descendu avec moi. Il est resté sur le trottoir pendant que j'ouvrais le portail. Et quand je me suis retourné pour lui dire bonsoir, il était trop près pour que ce simple « bonsoir » suffise. Il m'a embrassé à nouveau, plus brièvement, plus doucement, sa main sur ma joue un instant avant de la lâcher. Puis il a reculé et a dit de cette voix grave que je connaissais par cœur, « À demain, Romano ». Et il est parti. Je suis entré dans l'appartement, mon manteau toujours à la main, et je suis resté là, immobile. Je restai un instant dans le couloir, sans raison apparente, ressentant une émotion indéfinissable, mais chaleureuse et réelle, qui m'accompagnerait jusqu'au coucher avec une légèreté que je n'avais pas éprouvée depuis longtemps. J'ignorais encore que ce « à demain » serait la dernière fois que je verrais cet homme avant longtemps. Le lendemain matin, j'arrivai au bureau à l'heure habituelle. Dante était là, costume sombre, café à la main, documents ouverts sur le bureau, posture fermée, expression neutre, les yeux rivés sur les papiers, tout était exactement comme au premier jour. Comme si les 5 mois d'attente, comme 6000 ans, comme si le trottoir devant mon appartement la veille n'avait jamais existé. Il leva les yeux à mon entrée, me dévisagea une seconde, ce regard rapide et scrutateur d'un patron qui contrôle un employé, sans les nuances qu'il avait caractérisées ces dernières semaines. Romano, le rapport de la semaine dernière comporte une erreur dans les prévisions du 3e trimestre. Juste ça, sans pause, sans intonation différente, rien qui laisse présager quoi que ce soit de différent. Entre nous, au-delà de la relation professionnelle qui existait depuis le premier jour, il n'y avait plus rien. Je suis resté planté devant la porte pendant 2 secondes. 2 secondes qui m'ont paru une éternité dans ce couloir de bureau, avec cette sensation étrange que le sol se dérobe sous mes pieds, lentement et silencieusement. Puis je suis entré, je me suis assise, j'ai ouvert mon ordinateur portable. Je corrigerai ça avant 11 heures. Avant 10 heures, a-t-il dit, et il est retourné à ses documents. Et c'était tout. J'ai passé la journée en pilote automatique, cette version de moi qui fonctionne en mode automatique, précis quand le reste de mon être est occupé à traiter quelque chose qui n'est pas encore prêt à être traité. J'ai corrigé le rapport, organisé l'agenda, répondu aux emails, fait tout ce qu'on attendait de moi avec mon efficacité habituelle. Et quand je suis parti à 19 heures ce soir-là, il n'a pas levé les yeux de son bureau. Dans les toilettes du restaurant où j'ai retrouvé Sophia plus tard, je suis resté 5 minutes devant le miroir, avec ce regard interrogateur qu'on a quand on vérifie si on est encore entière et qu'on n'est pas complètement convaincu du résultat. Je ne suis qu'une de plus sur sa liste, ai-je murmuré en sortant. Je m'assis en face d'elle. Alicia. Commença-t-elle. Non. Répondis-je en prenant mon verre d'un geste ferme, comme si je mettais fin à une conversation avant qu'elle ne prenne trop d'ampleur. C'était juste une nuit. C'est fini. Je passe à autre chose. Sophia me regarda un instant avec cette expression qui lui était propre, celle de quelqu'un qui a beaucoup à dire et qui hésite encore. Elle décida que non. Elle remplit son verre et resta avec moi jusqu'à minuit sans prononcer une seule fois son nom, sa façon à elle de me dire qu'elle m'aimait. J'essayai de passer à autre chose. Je devins froide, non pas volontairement, mais par instinct de survie. Quand on décide de ne pas s'accorder le luxe de ressentir quelque chose d'inattendu, avec un professionnalisme à toute épreuve. Pas de conversation superflue, sans s'attarder, sans cette attention que j'avais appris à accorder machinalement. Dante remarqua le changement. Je le voyais lorsqu'il s'interrompait au milieu d'une instruction pour m'observer un instant avant de reprendre, le visage fermé. J'avais appris à lire et maintenant je refusais de lire. J'interprétais cela comme de l'indifférence. J'avais tort. Ce que j'ignorais, c'est que cette nuit n'avait pas été qu'une simple nuit pour lui non plus. Qu'il était resté éveillé, fixant le plafond, sans trouver les mots pour décrire ce qu'il ressentait, et qu'il avait fait ce que font les hommes comme lui dans ces moments-là. Il s'était construit une carapace. Tandis que nous attendions tous les deux longuement, quelque chose changeait en moi, quelque chose qui allait bientôt rendre impossible de faire comme si de rien n'était. Chapitre 6. Lorenzo découvre que les nausées ont commencé 6 semaines après Milan. Je les ai attribuées au stress, qui était bien réel, omniprésent, et offrait une explication facile à tout ce que mon corps décidait de faire différemment. Je les ai attribuées au café dont j'avais changé de marque. Je les ai attribuées au rythme de travail qui s'était accéléré ces dernières semaines avec l'arrivée d'un nouveau projet et qui me retenait au bureau plus tard que d'habitude. J'avais un large éventail d'explications et je les ai toutes utilisées en alternance pendant des jours. Les nausées persistaient. Un mardi, j'ai acheté le test dans une pharmacie à 2 rues du bureau et je l'ai fait. Les toilettes pendant ma pause déjeuner. Assise dans une cabine, le papier toilette à la main sans raison apparente, j'ai laissé les 2 minutes s'écouler avec la lenteur d'un événement imminent. 2 lignes. Je n'ai pas paniqué. Alesia Romano ne panique jamais. C'était l'une des rares certitudes que je maintenais à mon sujet,
et elle s'est avérée aussi solide que toujours dans ses toilettes d'entreprise. J'ai fixé les 2 lignes un instant, avec cette impression d'être encore sous le choc de ce que mes yeux ont vu. Puis j'ai plié le test, l'ai mis dans mon sac, me suis lavé les mains et me suis regardé dans le miroir. La femme dans le reflet était la même qu'à l'accoutumée, veste cintrée, posture droite, expression maîtrisée. Mais il y avait dans son regard quelque chose que je reconnaissais comme le prélude à une tempête qui n'avait pas encore éclaté, mais qui allait arriver tôt ou tard. Malgré tous mes efforts pour la contenir, j'ai mis mon sac sur mon épaule et j'ai réfléchi avec la froide lucidité de celle qui a déjà survécu à des épreuves difficiles et qui sait comment s'en sortir. G2 partir. Lorenzo est arrivé au. Jeudi soir, il est arrivé à l'appartement sans prévenir, comme il le fait depuis l'enfance, un récipient en plastique à la main. Il le portait avec la même désinvolture que quelqu'un qui apporte à manger de chez lui, sachant pertinemment, sans même avoir besoin de le demander, que je n'avais rien cuisiné depuis des jours. Je l'ai réchauffé au micro-ondes, a-t-il dit en entrant, traversant le salon comme si l'appartement lui appartenait aussi, ce qui, d'une certaine manière, a toujours été le cas. On ne mange pas bien quand on est inquiet. J'étais sur le canapé, mon ordinateur portable sur les genoux. J'ai levé les yeux vers lui et lui ai dit que j'allais bien, qu'il n'avait pas à s'inquiéter, que j'avais déjeuné, les 3 choses habituelles, dans l'ordre habituel, sur le ton habituel. Lorenzo m'a regardé pendant 30 secondes sans dire un mot. Je connais mon frère sur le bout des doigts, et il me connaît de la même façon. 30 ans de vie commune forgent un langage qui se passe de mots, qui fonctionne par les silences et les gestes, et par la façon dont on tient un récipient en plastique en vous regardant. Et ce que j'ai vu dans ses yeux pendant ces 30 secondes, c'était la lecture précise de quelqu'un qui sait déjà que quelque chose ne va pas et qui attend juste que je me décide à le lui dire. « Qu'est-ce qu'il y a » demanda-t-il. « Rien, Alésia. »« Je vais bien, Lorenzo. » Il posa le récipient sur la table basse, s'assit à côté de moi sur le canapé et prit délicatement l'ordinateur portable de mes genoux. Sans le brusquer, sans le forcer, il le retira simplement avec ce geste calme de quelqu'un qui crée l'espace nécessaire à une conversation inévitable et qui préfère qu'elle se déroule sans obstacle entre eux. Il resta silence. Le silence d'un frère qui ne part pas. Je tins bon aussi longtemps que possible, ce qui, avec lui, n'est jamais très long. Je lui dis, sans réfléchir, sans peser mes mots. Les choses sortirent dans l'ordre où elles se trouvaient en moi, c'est-à-dire dans l'ordre où elles s'étaient déroulées. La nuit à Milan, le lendemain matin avec le café à l'aéroport, et le baiser sur le trottoir, le bureau le lendemain matin, et le rapport avec l'erreur au 3e trimestre. Les mois de son silence que j'avais interprétés comme de l'indifférence et que je ne savais toujours pas interpréter autrement. Et puis, la salle de bain, mardi. Les 2 phrases. Quand j'eus fini, Lorenzo. Un silence pesant. Ce genre de silence que je reconnais. Ce n'est pas du calme, c'est de la retenue. C'est le Lorenzo qui ressent plus qu'il ne le montre et qui retient ce qu'il a envie de faire pour entendre ce que j'ai encore besoin de dire. Grâce à cette discipline qu'il a développée au fil des années pour me protéger sans m'étouffer, un équilibre délicat qu'il ne maîtrise pas toujours. Mais ce soir-là, il avait trouvé le juste milieu. Il s'est levé, est allé à la fenêtre, est resté dos tourné, les épaules légèrement tendues, a regardé la rue en contrebas pendant un long moment. « Je t'avais prévenu », a-t-il dit. 2 mots sans accusation. J'avais besoin que ce soit clair pour moi et pour quiconque aurait pu entendre cette conversation. Il n'y a pas eu de « je te l'avais bien dit ». Pourquoi tu ne m'as pas écouté? Regarde ce qui s'est passé. Il n'y avait que la douleur de quelqu'un qui avait raison et qui aurait préféré ne pas l'avoir fait, dit-il d'une voix basse, le dos tourné, les épaules lourdes. Je ne comprenais toujours pas d'où cela venait. Je sais, dis-je. Cet homme. Commença-t-il. Lorenzo. Ma voix était ferme, de cette fermeté qui apparaît quand j'ai besoin qu'on me voie d'une certaine façon et pas d'une autre. J'ai aussi fait un choix. Ne me traite pas comme une victime. Il se retourna, me regarda un instant avec cette expression complexe, un mélange de colère, de douleur et d'autres choses en dessous que je ne parvenais pas encore à nommer. Une culpabilité qui semblait venir d'un endroit auquel je n'avais pas encore eu accès, qu'il portait pour des raisons que j'ignorais et qu'il n'était pas prêt à révéler ce soir-là. Il s'approcha de moi, se rassit sur le canapé, passa son bras autour de mes épaules avec cette étreinte si familière, ce poids si caractéristique de Lorenzo quand il est muet, ce qui est rare, car Lorenzo a toujours un mot. Et son absence à cet instant en disait plus long que tout ce qu'il aurait pu dire. Nous sommes restés. On resta comme ça un instant, la tête légèrement appuyée contre le dossier. Lui, le bras ferme, la ville qui bourdonnait dehors comme si de rien n'était, cette façon déconcertante dont le monde fonctionne quand votre vie bascule. « Qu'est-ce que tu vas faire » demanda-t-il enfin. Sa voix avait changé de ton. Plus basse, plus prudente,
la voix d'un frère qui pose vraiment la question et n'a pas encore la réponse toute faite. « J'hésite encore, dis-je. » Il hocha la tête et resta silencieux un instant. « Tu vas lui dire ?» demanda-t-il. « Non, » répondis-je sans hésiter, sans avoir besoin de réfléchir, car la réponse était déjà là, claire et froide. Depuis mardi dans la salle de bain. Lorenzo serra les lèvres. On ne s'est pas encore disputé, mais je connais mon frère, et ce « pas encore » était important. Il gardait le désaccord pour un moment qu'il jugeait plus opportun, sa façon de respecter mon besoin du moment sans pour autant dévoiler ce qu'il allait me dire plus tard. On resta 2 heures de plus sur le canapé. Il ouvrit le récipient, me mit une fourchette dans la main avec l'autorité tranquille de quelqu'un qui ne demande rien, et nous restâmes silencieux presque tout le temps. Ce silence confortable entre 2 frères et sœurs qui n'ont pas besoin de combler le vide par des mots quand les choses importantes ont déjà été dites. En partant, il me serra dans ses bras à la porte plus longtemps que d'habitude, plus fort. Et je pensais, avec cette part de moi qui perçoit toujours les signes avant-coureurs, qu'il y avait dans son étreinte quelque chose qui sonnait comme un adieu, pas pour toujours, mais comme l'étreinte de quelqu'un sur le point de faire quelque chose que je désapprouverais. Je fermai la porte et restai dans le couloir. Je ne savais pas, ce soir-là, qu'il y avait lieu de s'inquiéter. Je le découvris plus tard, quand il était déjà trop tard pour l'empêcher. Chapitre 7. La confrontation. Mon frère est allé faire ce que je n'aurais jamais fait, et Dante Viscari a entendu ce que personne d'autre n'avait osé lui dire. Je ne savais pas que Lorenzo était parti. J'étais dans l'appartement, mon ordinateur portable ouvert, la lettre de démission et le brouillon affiché à l'écran, relisant la même phrase pour la 4e fois, effaçant, réécrivant, car certains mots devaient être justes, et ceux-ci devaient l'être. Mon frère était à l'autre bout de la ville, entrant dans l'immeuble de Viscari Holdings sans rendez-vous et sans demander la permission à personne. Je n'ai tout appris que plus tard. Je l'ai appris par la version de Marco, qu'il m'a raconté des semaines plus tard avec la concision de celui qui ne retient que l'essentiel et laisse le reste à l'imagination de l'auditeur. Et je l'ai appris par la version de Lorenzo lui-même, qu'il m'a raconté avec la franchise de quelqu'un qui a fait quelque chose qu'il ne regrette pas et qu'il ne fera pas semblant de regretter. Lorenzo est arrivé à la réception et a dit au gardien que c'était une affaire personnelle urgente. Il a prononcé son nom avec la certitude de quelqu'un qui sait que son nom de famille peut ouvrir des portes. Et ce fut le cas, mais pas comme il l'avait imaginé. Marco Vital, qui se trouvait à l'étage lorsque l'appel est arrivé, a reconnu le nom de famille, Romano, et, pour des raisons qu'il disait lui-même ne pas pouvoir expliquer, a autorisé l'entrée. Dante l'a accueilli car, sinon, Lorenzo aurait fait un scandale dans le hall. Et il l'avait calculé avant même que Lorenzo n'ait fini de monter dans l'ascenseur. Le silence régnait dans la pièce lorsque Lorenzo est entré. Dante était debout derrière le bureau, un dossier ouvert à la main. Et selon Marco, qui était à la porte avant d'être congédié, le patron s'était levé dès que le nom de Romano avait retenti dans l'interphone, avec ce mouvement discret de quelqu'un se préparant à une conversation dont il sait déjà qu'elle sera importante. Lorenzo est entré sans se faire discret. Il n'était pas intimidé par le costume, par le bureau, par ce regard qui terrasse quiconque n'avait pas appris. Depuis toujours, le pouvoir d'autrui n'est pas une raison pour perdre son assurance. Lorenzo avait grandi dans la rue, une école qui enseigne cela avec une efficacité qu'aucune école ne peut remplacer. « Vous savez qui je suis ?» a-t-il dit. « Oui » a répondu Dante. Sa voix était basse, neutre, sans la gravité d'une menace, mais avec celle de quelqu'un qui n'en a pas besoin. « Asseyez-vous. Je préfère rester debout. » Un silence. Dante s'appuya légèrement contre le bord du bureau et croisa les bras. Non pas sur la défensive, mais attentif, avec cette attention totale qu'il portait à tout ce qu'il jugeait digne d'intérêt. Et Lorenzo, à en croire son récit ultérieur, ressentit cette attention comme une pression physique, mais resta debout malgré tout. « Ma sœur est enceinte de votre enfant, » dit Lorenzo. Direct, sans préambule, sans artifice. La phrase planait entre eux comme un fait qui se suffisait à lui-même. Dante ne répondit pas. Il resta immobile. Et selon Marco, qui connaissait le patron mieux que quiconque, cette immobilité n'était pas de la froideur. C'était tout le contraire. C'était un homme qui contenait une réaction trop rapide pour être maîtrisé avec son calme habituel. « Et vous êtes là », poursuivit Lorenzo, sa voix se durcissant légèrement, sans pour autant s'emporter, conservant le contrôle qu'il s'était imposé à son arrivée, déterminé à le maintenir derrière son bureau, comme si elle n'était qu'une employée de plus sur le point de démissionner et de disparaître de votre vie sans que vous ayez à intervenir. « Que se passe-t-il entre Romano et moi ?» commença Dante. Romano a un nom, l'interrompit Lorenzo sans crier, sans agressivité. Juste une correction, ferme et immédiate, de la part de quelqu'un qui ne laissera pas passer l'occasion. Alésia, et elle ne va pas bien. Dante resta silence. Elle ne dort pas, dit Lorenzo. Elle ne mange pas correctement.
Elle porte tout ça toute seule pendant que vous faites quoi? Vous signez des contrats. Vous regardez par la fenêtre et attendez que le problème se résolve de lui-même sans que vous ayez à décider quoi que ce soit. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. J'en sais plus que vous ne le pensez sur les hommes comme vous. Un court silence, calculé, de ceux qui surviennent lorsqu'on arrive au cœur du sujet. Vous agissez comme si tout vous appartenait. Le bureau, les décisions, les gens qui vous entourent. Mais quand vient le moment de rendre des comptes, vous reculez. Vous redevenez le patron froid et distant, attendant que le monde se mette en place sans que vous ayez à bouger. Dante ne dit rien. Et son silence, selon Lorenzo, était différent de tous ceux auxquels il s'attendait. Ce n'était pas le silence de quelqu'un qui se défend intérieurement. C'était le silence de quelqu'un qui écoutait vraiment et qui entendait probablement cette vérité pour la première fois de la bouche de quelqu'un qui n'avait rien à perdre à la dire. Lorenzo s'approcha de la porte, s'arrêta, la main sur la poignée, le geste de celui qui a encore quelque chose à dire et qui choisit soigneusement son moment. « Ce n'était qu'une nuit pour toi, » dit-il, le visage tourné, la voix plus basse qu'auparavant. Qu'elle n'était qu'une autre. Un silence. « Si c'est vrai, dis-le-moi maintenant, car au moins je saurai que je dois m'occuper d'elle sans t'attendre. » Lorenzo hésita sur le seuil. J'ai compris plus tard, en rassemblant les pièces du puzzle, qu'à ce moment précis, il avait failli le dire, parler des messages qu'il avait commencé à recevoir, de la dette qui avait grossi au point qu'il ne pouvait plus la dissimuler, du nom qui apparaissait derrière chaque avis de recouvrement et qu'il avait reconnu trop tard. Mais il ne l'a pas dit. Il a ravalé sa peine, comme tout le reste, et est parti, portant un fardeau que je n'ai compris que lorsqu'il était déjà trop tard. Dante est resté seul dans la pièce. Marco est entré 2 minutes plus tard. Comme toujours lorsqu'un événement important s'était produit, avec la ponctualité silencieuse de quelqu'un qui avait passé des années à apprendre quand entrer et quand rester dehors. Il a regardé le patron, sans rien dire. Dante se tenait devant la fenêtre. C'était l'endroit où il se réfugiait toujours lorsqu'il avait besoin de digérer quelque chose. La ville en contrebas, les immeubles, le mouvement, l'immensité de tout ce qui existait à l'extérieur de ce bureau. Parfois, cela l'aidait à relativiser les choses. Parfois, cela ne faisait que rendre plus évident ce qui se passait à l'intérieur. « Sors », a-t-il dit. Marco est parti. Et pour la première fois depuis longtemps, pour la première fois depuis des années, s'il était honnête avec lui-même, et Dante Viscari l'était rarement, car il y avait rarement lieu de l'être, il se retrouvait seul face à la vérité, face aux mots d'un homme qui n'avait rien à perdre et qui, par conséquent, disait toute la vérité, dans un ordre qui ne laissait aucune place à une version plus confortable des faits. On fait comme si tout nous appartenait, mais quand vient le moment de répondre, on se dérobe. Il pensa à Alésia, au lendemain de Milan, quand il avait choisi d'être le chef parce qu'il ne savait pas comment être autrement, tant qu'elle était encore là. Car être autrement, c'était admettre ce qui s'était passé cette nuit-là. Et admettre ce qui s'était passé, c'était ne pas savoir quoi en faire. Et ne pas savoir quoi faire, c'était un territoire que Dante Viscari avait passé sa vie à éviter, avec une discipline qu'il avait trop longtemps confondue avec la force. Il repensa au mois où il avait vu se replier sur elle-même. Alésia qui avait cessé de tergiverser, qui avait raccourci sa voix et rendu son regard plus direct, et dont la distance entre eux était devenue une chose maîtrisée et délibérée. Et la façon dont il avait interprété cela comme sa décision, un choix qui méritait le respect, une limite qu'un homme qui ne sait pas comment formuler une demande ne sait pas comment franchir. S'il attendait qu'elle vienne à lui, il attendrait indéfiniment. Il le savait. Il le savait avant même que Lorenzo ne le dise. Il le savait avec cette clarté dérangeante qui surgit lorsqu'on reconnaît en soi un schéma qu'on préférerait ignorer. Et pourtant, il était resté immobile, de ce côté de la limite, attendant que quelque chose change sans avoir à être l'élément déclencheur. Le costume était impeccable. La chambre était en ordre. La ville en contrebas poursuivait son cours avec l'indifférence habituelle des lieux trop vastes pour remarquer les décisions que prennent leurs habitants. Dante resta un long moment devant la fenêtre. Et puis, en silence, sans témoin, il prit la décision de ne pas la poursuivre, de ne rien régler pour l'instant. Mais il prit la décision primordiale, celle qui doit être prise avant toute action. Cesser de prétendre que ce qu'il ressentait était gérable, temporaire, que cela disparaissait avec le temps. Cela ne disparaissait pas. Cela durait depuis des mois. Et Alésia Romano s'apprêtait à entrer dans cette pièce, une lettre à la main. Il le savait. Il le savait avec la certitude de celui qui connaît suffisamment bien une personne pour anticiper ses réactions. Croyant qu'elle venait mettre fin à quelque chose, elle se trompait. Chapitre 8. Que cela vous plaise ou non, vous restez. J'allais démissionner. Il m'a annoncé que j'étais enceinte avant même que j'aie ouvert la bouche. Et puis il a dit quelque chose qui a tout changé. La lettre était restée pliée dans mon sac pendant 3 jours. Je l'avais écrite vendredi, corrigée samedi,
relue dimanche avec cette froideur méthodique de quelqu'un qui vérifie la solidité de son argumentation, et elle était solide. Préavis de 2 semaines, comme stipulé au contrat, pour raisons personnelles, sans plus de précision, car je n'avais aucune explication à fournir au-delà de ce que la loi exigeait, et parce que mettre la vérité par écrit était quelque chose que je refusais de faire. Le langage était précis, poli, définitif. C'était une bonne lettre. C'était le genre de lettre que je savais écrire. Le problème n'était pas la lettre. C'était d'entrer dans cette pièce. J'avais repoussé l'échéance pendant 3 jours avec des arguments valables, attendant le bon moment, attendant qu'il soit disponible, attendant de me sentir suffisamment à l'aise pour le faire sans que mon visage ne trahisse quelque chose que je ne voulais pas révéler. 3 jours à arriver au 10e étage avec la lettre dans mon sac et à repartir sans la sortir, une forme de lâcheté que je refusais de qualifier de lâcheté, mais qui était objectivement de la lâcheté. Lundi, je me suis réveillé avec la froide lucidité de quelqu'un qui avait pris une décision et qui allait l'exécuter avant que cette lucidité ne disparaisse. Je suis arrivé au bureau à l'heure habituelle, j'ai salué Carla dans le couloir, j'ai pris mon café, celui qui apparaissait chaque matin, parfaitement préparé, que je buvais machinalement ces derniers mois, car m'arrêter signifiait devoir expliquer pourquoi j'avais arrêté, et c'était précisément ce que je voulais éviter. J'ai tenu la tasse à 2 mains un instant dans le couloir, j'ai regardé la porte de son bureau fermée et j'ai pris une profonde inspiration. Je suis entré. Dante se tenait devant la fenêtre, dos à la porte, épaules détendues, costume sombre, impeccable comme toujours, et il y avait quelque chose dans sa posture qui m'a arrêté un instant. Ce n'était pas la posture de quelqu'un qui regarde par la fenêtre par distraction. C'était la posture de quelqu'un qui attend, de quelqu'un qui savait que je venais et qui avait choisi de me tourner le dos malgré tout. Avec cette maîtrise, il s'appliquait même à des détails que la plupart des gens ne contrôleraient pas. « Je dois te parler », ai-je dit. Il s'est retourné. Il m'a regardé un moment sans rien dire. Ce regard direct et persistant que j'avais analysé sous toutes ses facettes avait cette fois une toute autre tonalité. Ce n'était pas le regard scrutateur du patron. Ce n'était pas le regard de l'homme à 1000 ans. C'était un regard que je n'avais jamais vu auparavant et que je ne parvenais pas à identifier, ce qui était troublant car je pensais les avoir tous déjà vus. Je sortis la lettre de mon sac, la tins fermement à 2 mains avec l'assurance de quelqu'un qui sait ce qu'il fait et pourquoi il le fait, et dit « Je démissionne ». Préavis de 2 semaines, comme prévu au contrat. Le silence qui suivit dura si longtemps que j'en ressentis tout le poids. Dante ne prit pas la lettre, ne fit aucun mouvement vers elle, aucun geste, rien qui puisse indiquer sa présence physique entre nous. Il resta où il était, les yeux fixés sur moi, et dit « Raison ». Personnelle, Romano. Sa voix changea de ton en une fraction de seconde. Sans monter. Le silence ne s'est jamais installé, mais une couche sous-jacente s'est installée, signifiant que l'instruction était terminée. Et ce qui suivit était différent. La raison. Je n'en ai pas besoin. Tu es sensente. Le silence qui suivit ces mots dura 6 secondes. Je les comptais machinalement, comme une partie de moi qui compte les choses quand le reste est trop occupé pour faire autre chose. Je ne répondis pas, je ne niais pas, je ne confirmais pas. Je restais là, la lettre à la main, les 6 secondes s'écoulant sous le poids de paroles irrévocables, ressenties avec une clarté soudaine, avant même toute autre réaction, comme si le sol avait basculé d'une manière irréversible. « Comment le sais-tu » dis-je. Ce n'était pas une question. C'était la seule phrase que je pus formuler à cet instant, plus basse que prévu. Il ne répondit pas à la question, ce qui était une réponse en soi. Lorenzo, je le sus à cet instant précis, avec cette certitude immédiate de quelqu'un qui connaît si bien son frère qu'il reconnaît sa signature, même sans l'avoir vu, l'étreinte à la porte, les adieux qui résonnaient comme bien plus qu'un simple adieu. Lorenzo était parti, et je ne l'avais pas remarqué, trop absorbé par mon monde intérieur pour voir ce qui se passait dehors. Dante traversa la pièce. Son pas était lent, délibéré, empreint de cette lenteur qui n'est pas de l'hésitation, mais du poids. Le pas de quelqu'un qui sait exactement où il va et qui n'est pas pressé d'arriver, car sa décision était déjà prise avant même de faire son premier pas. Il s'arrêta devant moi, trop près pour être professionnel, trop près pour être neutre. La distance entre nous se réduisit à un point tel que tout mon corps est imprégné de la présence de l'autre. Je relevai le menton. La lettre était toujours dans ma main, que je tenais avec une fermeté qui était, honnêtement, la seule chose que je contrôlais à cet instant. « Je ne veux plus rester ici », dis-je d'une voix ferme. Il fallait que ce soit clair et net. Tu as ta vie. J'ai la mienne. Dante resta silencieux un instant. Ses yeux étaient rivés sur moi. Pas sur le papier. Pas sur la lettre. Sur moi. Avec cette intensité, j'avais appris à reconnaître en lui sa version la plus sincère. Celle qui apparaissait quand le contrôle qu'il exerçait sur tout se relâchait légèrement et laissait entrevoir ce qui se cachait derrière. Puis il dit « que ça te plaise ou non ». Chaque mot était prononcé avec une précision presque physique,
arrivant un à un comme s'il avait besoin de son propre espace pour exister. Tu restes. J'ouvris la bouche. Ce bébé est à moi. 4 mots. 4 mots prononcés d'une voix basse et absolue, sans menace ni supplication. Une affirmation. Une certitude qui ne demande ni n'exige de confirmation, car elle n'en a besoin d'aucune. La voix d'un homme qui avait pris sa décision avant même d'entamer cette conversation et qui ne faisait que communiquer ce qui était déjà une vérité pour lui. Je le regardai. Il me regarda en retour. Et il y avait dans ce regard quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, nulle part, dans aucune des versions de lui que j'avais cartographiées ces derniers mois. Ce n'était pas le patron. Ce n'était pas l'homme de Milan. Ce n'était pas le mur qu'il avait érigé le lendemain matin et entretenu pendant des semaines. C'était quelque chose d'antérieur à tout cela, de plus profond. La version de Dante Viscari qui existait avant toute armure, celle que j'avais entrevue une nuit et que je pensais ne plus jamais revoir. La lettre dans ma main me parut soudain plus légère et plus lourde à la fois. Plus légère, car les mots que j'avais écrits avec tant de précision existaient désormais dans un monde différent de celui où ils existaient 3 jours auparavant. Plus lourde, car je la tenais encore et je ne savais pas si je pouvais la lâcher. Tu ne peux pas juste. Koemenaie. Je ne suis pas juste n'importe quoi, dit-il sans dureté, avec cette franchise qui était sa façon d'être honnête et que j'avais appris, au fil des mois, à distinguer de la froideur. Je dis ce qui est, ce qui est. J'ai répété, et il y avait quelque chose dans ma voix que je n'avais pas prévu. Une petite fissure, presque imperceptible, de celles qui apparaissent quand on porte un fardeau trop lourd à porter, seul, pendant une durée déraisonnable. Tu as disparu pendant des mois. Tu m'as regardé comme si j'étais un simple employé. Et maintenant, je sais ce que j'ai fait. Il a dit 3 mots, directs, sans justification, sans explication, sans cette couche de justification que la plupart des gens ajoutent autour des aveux difficiles pour les rendre plus acceptables. Juste la phrase, nette et complète, portant le poids de quelque chose qu'il avait décidé de ne plus contourner. J'ai serré les lèvres, senti ma gorge se nouer d'une façon que je refusais de laisser paraître sur mon visage. Ça ne résout rien, ai-je dit. Non, a-t-il acquiescé. Mais c'est le point de départ. L'espace entre nous était lourd de tension. Je connaissais la densité de tout ce qui s'était accumulé depuis notre premier regard, le premier jour, depuis les mois passés à Milan, le lendemain matin, et ces 6 mois de distance que ni l'un ni l'autre n'avions franchis, une distance qui avait coûté une somme que je commençais à peine à calculer. Tout était là, dans ce petit espace entre mon menton relevé et son regard rivé sur moi. La lettre était toujours dans ma main. Dante la regarda un instant. L'unique instant où ses yeux me quittèrent avant de revenir à mon visage. Il ne posa aucune question, ne tendit pas la main, ne fit aucun geste qui puisse être interprété comme une pression. Il se tenait là, trop près, trop ferme, trop réel, et attendait avec cette patience nouvelle que je ne lui avais jamais vue. Et cela me touchait d'une manière que l'ancien contrôle n'avait jamais su faire. Je devais partir. Je savais que je devais partir. J'avais la lettre en main, l'appartement à 20 minutes, une vie que j'avais construite de mes propres mains, et qui n'avait besoin d'aucun homme pour perdurer. Ça. Peu importe qui était cet homme et comment il me regardait à ce moment-là, je savais tout cela et je suis resté. Non pas parce qu'il me l'avait ordonné. Non pas parce que la lettre avait disparu, ni parce que le passé avait été réécrit, ni parce que ces mois de silence n'avaient soudainement jamais existé. Je suis resté parce qu'il y avait quelque chose dans cette pièce, à cet instant précis. Ce bébé est à moi, prononcé d'une voix qui n'avait pas besoin de forcer pour être la chose la plus absolue que j'ai jamais entendue, une vérité que mon corps a reconnue avant même que ma tête ne la comprenne. Et parce que, pour la première fois depuis longtemps, Dante Viscari avait cessé de faire semblant. Chapitre 9. L'enlèvement. Ils m'ont emmené un jour comme les autres, et c'est alors que tout ce qui avait été caché a explosé d'un coup. Je suis resté après le jour de la lettre, non pas parce que je le voulais, ou du moins c'est ce que je me répétais les premières semaines avec l'obstination de quelqu'un qui négocie encore avec sa propre honnêteté. Je suis resté parce qu'il m'empêchait de partir, ce qui était différent de vouloir rester, ce qui était différent d'admettre que la lettre que j'avais gardée. Ces 3 jours n'auraient peut-être jamais dû se réaliser. La tension entre nous avait changé. Un équilibre fragile et conscient s'était construit sur les mots prononcés dans cette pièce, et sur tout ce qui restait tu. Nous savions tous deux que cet équilibre était mis à l'épreuve chaque jour, d'une manière que nous n'osions pas nommer. Lorenzo est arrivé à l'appartement un jeudi après-midi, plus maigre que la dernière fois. Et cette fois, son sourire habituel n'était plus aussi naturel. Il avait des cernes profonds. Sa chemise était froissée, chose qu'il ne se permettait jamais en temps normal, et il dégageait une urgence contenue qu'il s'efforçait tant bien que mal de dissimuler. Je l'ai remarqué dès les 30 premières secondes, car je le connais par cœur. J'avais déjà perçu les signes ces dernières semaines. Les appels auxquels il répondait en quittant la pièce,
sa façon d'esquiver les questions d'argent, ce nouvel appartement qu'il avait présenté comme temporaire, alors qu'il n'y était que depuis 3 mois. J'avais choisi de ne pas insister. Je le regrettais maintenant. Les dettes, ai-je dit franchement. Ça a empiré. Yegre. Dit-il. Ce n'était pas sa réponse habituelle. Elle était plus courte, plus sèche, et il détourna le regard un instant avant de revenir vers moi. Je continuai à le fixer. Lorenzo, que se passe-t-il? Rien dont tu aies à te soucier pour l'instant. Il le dit avec une fermeté inhabituelle, différente de sa légèreté habituelle, mais je veux que tu prennes soin de toi, d'accord? Fais attention à ce qui t'entoure. Dans la voiture, aux gens, c'est tout. Tu me fais peur. Je fais attention. Il me regarda avec cette expression que je ne voyais que lorsque la situation était vraiment grave. Promets-moi que tu feras attention. Je le promis sans bien comprendre pourquoi, mais je le promis parce que Lorenzo ne demandait jamais cela sans raison, et parce qu'il y avait quelque chose dans son ton qui ne laissait aucune place à l'ignorance. Ce que j'ignorais, et que je n'ai découvert que plus tard, lorsque les pièces du puzzle se sont assemblées, c'est que Lorenzo avait déjà reçu les menaces, les messages, des sommes astronomiques, puis une photo de moi prise de loin à la sortie du bureau avec un message en dessous qui disait simplement « Nous savons qui elle est pour toi et pour lui ». Il ne me l'a pas dit. Il le portait seul, comme Lorenzo portait toujours tout, persuadé d'avoir la situation sous contrôle avant même que je ne le reçoive. Le rendez-vous médical était une simple formalité. La voiture qui est apparue à la sortie de la clinique était identique à celle de Dante. Même marque, même couleur, même plaque d'immatriculation que j'avais mémorisée par habitude ces dernières semaines à voyager avec la sécurité. C'était le genre de détail qu'on ne peut simuler qu'avec une planification minutieuse, quelqu'un à l'intérieur fournissant les spécifications exactes, avec suffisamment de temps et de ressources pour une exécution sans faute. Le chauffeur m'a salué d'un geste naturel à mon approche, a ouvert la portière et a prononcé mon nom de famille avec la bonne intonation. Je suis monté. C'est à l'intérieur que j'ai réalisé que l'odeur était différente. Pas l'odeur habituelle du cuir. Pas le désodorisant que le chauffeur de Dante utilisait toujours. Et le siège avait une texture légèrement différente. Imperceptible pour quiconque ne passait pas des heures dans cette voiture chaque semaine. Moi, si. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais c'était trop tard. Rapide, net, calculé, avec la froideur de quelqu'un qui sait que le chaos attire l'attention et la précision, le néant. Ils m'ont pris la seule chose que Dante contrôlait. Tant de réactions. À mon réveil, j'étais déjà ligoté. Petite pièce, air lourd, lumière artificielle tamisée qui ne donnait aucune indication sur l'heure. Les mains attachées derrière une chaise par une corde nouée par quelqu'un qui savait ce qu'il faisait et ne voulait pas que je l'oublie. J'ai fait ce que je fais toujours quand le monde s'écroule, me suis-je dit. J'ai compté les hommes. 3 visibles. D'autres pas dehors. J'ai repéré les sorties grâce au son qui résonnait sur les murs. Aucune fenêtre visible. Une porte avec une clé de l'extérieur. Un endroit à température contrôlée, avec des infrastructures non improvisées. Préparées à l'avance. Et puis j'ai pensé au bébé. J'ai senti son poids en moi, la seule chose dans cette pièce qui m'appartenait vraiment, et j'ai gardé cette conscience au creux de ma poitrine, comme quelqu'un qui retient son souffle avant de plonger. J'ai respiré lentement, 1 fois, 2 fois, avec cette technique apaisante que j'avais développée au fil des années à porter seul mes fardeaux. Et cela fonctionnait maintenant, comme toujours, imparfait, mais suffisant. Et j'ai pensé à Dante, non pas avec l'espoir naïf de quelqu'un qui a besoin d'être secouru, mais avec la certitude tranquille de quelqu'un qui connaît suffisamment bien la logique d'un homme pour savoir ce qu'il va faire avant même qu'il ne le fasse. Ce bébé est à moi. Un homme qui dit ça d'une telle voix ne laisse pas ce qui lui appartient derrière lui. Ce n'était pas de la naïveté. C'était du calcul. Et ça m'a permis de garder mon calme assez longtemps. Lorenzo a reçu la 2e photo à 14 heures. C'était moi, assis sur la chaise, les poignets liés, vivante. Aucune marque visible, mais indéniablement captive. Et sous l'image, une ligne de texte. Tu sais qui chercher. Il a ce dont nous avons besoin. Par maintenant. On te surveille. Lorenzo est parti. Il a traversé la ville, son téléphone à la main, la photo toujours affichée à l'écran. Il est arrivé chez Viscari Holdings avec le souffle court de quelqu'un qui avait porté un fardeau trop lourd pendant trop longtemps et qui, finalement, n'en pouvait plus. Marco l'a vu entrer, a reconnu l'expression avant même que Lorenzo n'ouvre la bouche et l'a emmené directement à l'étage sans poser de questions. Dante se tenait devant la fenêtre quand Lorenzo est entré. Il s'est retourné, et ce qu'il a vu sur le visage de son frère a suffi à le faire s'effondrer. D'une proximité que Marco avait rarement vue. Parle, dit Dante, et Lorenzo parla. Tout. Les menaces, les messages, la dette qui avait explosé,
Les créanciers qu'il avait découverts trop tard travaillaient pour Victor Sroken. La photo d'Alésia à la sortie du bureau, reçue des semaines auparavant, qu'il avait cru pouvoir régler avant qu'elle ne me parvienne. Et la photo d'aujourd'hui. Je ne savais pas qui l'utiliserait, dit Lorenzo, la voix tremblante pour la première fois. Je jure que je ne savais pas que ce serait la voie à suivre. Dante resta silencio un instant. Un moment que Lorenzo décrira plus tard comme le plus lourd qu'il ait jamais vécu. Ce n'était pas une explosion. C'était pire. C'était le poids d'un homme qui ressentait plus qu'il ne s'était jamais autorisé à ressentir, comprimé dans une immobilité qui lui coûta tout. Puis le téléphone de bureau sonna. Numéro masqué. Dante répondit avant la deuxième sonnerie, avec le geste précis de quelqu'un qui savait déjà ce qui allait se passer. La voix à l'autre bout du fil était calme. Ce genre de calme instrumental construit, propre à quelqu'un qui utilise son sang-froid comme une démonstration de le pouvoir. Dante Viscari. Un silence calculé. J'imagine que vous savez déjà où se trouve la jeune fille. Dante ne répondit pas. Son silence était une réponse suffisante. Lorenzo Romano était exactement ce qu'il nous fallait, dit Victor avec la satisfaction imperturbable de quelqu'un annonçant un résultat attendu. Ses dettes nous ont donné accès. Sa sœur nous a donné un moyen de pression, et vous? Un silence, vous nous avez donné la raison d'utiliser les deux. Dante tourna légèrement le visage vers la fenêtre, la mâchoire serrée. L'accord est simple, poursuivit Victor. Vous signez, vous ouvrez les vannes, vous semez les graines du territoire que nous demandons. Vous prenez en charge l'intégralité de la dette de Romano. En échange, elle revient. L'accord proposé par Victor était absurde. Non pas à cause du montant, ni à cause de la dette de Lorenzo, mais à cause de ce qu'il représentait en termes de territoire et d'accès. C'était le genre de concession qui bouleverserait à jamais l'équilibre des forces entre les deux organisations. Le genre d'accord que Dante ne signerait jamais, quelles que soient les circonstances, les pressions ou les conditions, sauf une. Tu as 2 heures, dit Victor. Après cela, les conditions changent et je ne garantis plus rien quant à l'état dans lequel elle et le bébé reviendront. La communication fut coupée. Le silence qui régnait dans la pièce était différent de tous les silences que Marco avait connus en des années de collaboration avec Dante. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose d'antérieur à la colère. Plus profond et plus dangereux que la colère. Ce genre de choses qui arrive à un homme qui a passé sa vie entière à protéger ce qui lui appartenait et qui se retrouve confronté pour la première fois à la possibilité de ne pas arriver à temps. Lorenzo était pâle, assis devant le bureau, le regard de quelqu'un qui comprenait enfin l'ampleur de ce qu'il avait déclenché sans le vouloir. « Dante, dit-il d'une voix brisée. Je n'avais aucun moyen de savoir. Ça. Je sais, dit Dante. Basse, tranchante sans cruauté, mais sans place pour plus. Il était déjà debout, déjà en mouvement, avait déjà pris la décision que Victor pensait devoir prendre 2 heures. Marco raconta plus tard ce qui s'était passé pendant les 2 heures suivantes, avec la concision de quelqu'un qui préfère ne pas s'attarder sur les détails. Dante ne signa rien, ne prospecta aucun territoire, passa 3 coups de fil à des personnes dont Marco ne répéta pas les noms, et sur lesquelles je ne posais aucune question. En 40 minutes, il avait l'emplacement de l'entrepôt, le nombre d'hommes à l'intérieur et la confirmation que Victor agissait sans le soutien de sa propre organisation. Il bluffait avec des jetons empruntés, et Dante, qui avait bâti toute sa carrière en sachant distinguer le bluff de la menace réelle, démantela l'opération avant même que Victor ne réalise que ce délai de 2 heures était la seule chose qui n'avait jamais vraiment existé. Que s'est-il passé à l'entrepôt avant que j'entende la porte s'ouvrir? Je l'ai appris par bribes. J'ai appris qu'aucun coup de feu n'avait été tiré. J'ai appris que les hommes de Dante étaient arrivés par 3 entrées simultanément. J'ai appris que Victor avait reçu un appel en plein milieu de l'opération, d'un supérieur, et que le ton de la voix à l'autre bout du fil était particulier. Le temps lui suffit pour quitter l'entrepôt avant l'arrivée de Dante. Le silence s'installa. L'entrepôt se tut soudainement. Avant même de comprendre, je remarquai le bruit constant qui avait rythmé les lieux depuis mon réveil. Des pas, des voix étouffées, le grincement d'une chaise dehors. Tout s'arrêta net, comme si quelqu'un avait coupé le son d'un coup. Ce silence était différent de celui d'avant. Ce n'était pas le silence d'un lieu vide. C'était le silence d'un lieu qui venait d'être vidé précipitamment, une sensation totalement différente pour quiconque y prête attention. Quelque chose s'était passé dehors, et j'ignorais si c'était bon ou mauvais, et c'était le plus difficile à gérer. Je restais silencieuse, respirais lentement, concentrais toute mon énergie sur ce point sous ma poitrine où se trouvait le bébé, cet ancrage silencieux qui m'avait soutenu pendant toutes ces heures, et attendis avec la patience de celle qui n'a d'autre choix que d'attendre et qui a décidé de tenir bon. Les minutes s'écoulèrent avec cette lenteur particulière du temps, quand on est attentif à chaque seconde, puis la porte s'ouvrit. Dante entra. D'abord,
Il n'y avait que lui, le costume sombre, les épaules dénudées, ce pas que je reconnaissais par cœur, mais qui, à cet instant précis, avait une sonorité différente de toutes les autres fois où je l'avais entendu. C'était rapide, sans être une course. C'était le pas de quelqu'un qui avait calculé chaque mètre du trajet avant même de faire le premier pas, qui exécutait un plan déjà établi, parfaitement maîtrisé dans sa tête avant même de commencer. Son regard a balayé la pièce en moins de 2 secondes, s'est arrêté sur moi. Ce n'était pas un soulagement immédiat. C'était quelque chose qui précédait le soulagement, plus profond, la réaction d'un homme qui avait passé des heures à se préparer au pire et qui, en une fraction de seconde, assimilait l'écart entre ce qu'il avait imaginé et ce qu'il voyait. Moi, vivante, entière. Moi, la main sur le ventre, les poignets liés, le regard fixe car Alésia Romano ne détourne pas les yeux, même attaché à une chaise dans un entrepôt sombre. Il s'est approché de moi sans rien dire, s'est légèrement agenouillé devant moi. Et ce détail, ce simple geste de Dante Viscari agenouillé, m'a touché en plein cœur. Un poids auquel je ne m'attendais pas, et qui m'a frappé avant même que je puisse m'y préparer. Ses mains se sont immédiatement posées sur la corde qui me liait les poignets, agile et précise, et le nœud a cédé en quelques secondes. Quand la corde s'est desserrée et que j'ai bougé mes poignets, ses mains ont recouvert les miennes, sans serrer, juste en les enveloppant de cette chaleur réconfortante, de cette chaleur dont on ne réalise pas avoir besoin avant qu'elle ne surgisse soudainement. Il a parcouru mon corps du regard, vérifiant méthodiquement, cherchant des blessures avec l'urgence silencieuse de quelqu'un qui a passé des heures à imaginer ce qu'il pourrait trouver, et qui n'avait pas encore fini de s'assurer que le pire n'était pas arrivé. « Tu vas bien » a-t-il dit. « Ça va » pour lui-même autant que pour moi, comme s'il avait besoin d'entendre sa propre voix le dire pour que cela devienne pleinement réel. « Oui » ai-je répondu. Sa main s'est posée sur mon visage, son pouce sur ma joue, ses yeux dans les miens. Et il y avait dans ce regard quelque chose qui n'avait jamais existé auparavant, chez aucune des versions de lui que j'avais connues. Ce n'était pas le patron. Ce n'était pas l'homme de Milan. Ce n'était pas le mur qu'il avait érigé. Et qui avait commencé à s'effriter ces dernières semaines. C'était l'homme sous cette carapace, sans aucune protection, exposé d'une manière qui se déroulait. Parce que certaines choses, égrenées au fil des heures, ne lui permettaient plus de faire comme si elles n'existaient pas. Cela dura 1 seconde. Puis il se leva, m'aida à me lever en posant fermement ses mains sur ma taille, et lorsque je me retrouvai devant lui pour la première fois depuis des heures, il resta immobile un instant, comme s'il avait besoin de ce temps pour s'assurer que j'étais bien là, entière, debout. Dans la voiture, le silence dura 2 longues minutes. Je regardais par la fenêtre. Il regardait droit devant lui, la tension encore palpable dans ses épaules, sa mâchoire, dans la façon dont ses mains reposaient sur son genou, avec une rigidité qui était le dernier vestige de tout ce qu'il avait retenu ces dernières heures. « Tu avais peur » dit-il. « Oui. » « De quoi ?» Je tournai la tête vers lui. Il regardait toujours droit devant lui, mais il y avait une tension dans cette question que je reconnus comme la tension de quelqu'un qui avait plus que tout besoin d'entendre la réponse. J'aurais pu parler du lieu, de la situation, de l'incertitude. Tout aurait été vrai et tout aurait été plus sûr que ce que j'ai dit. De ne plus jamais te revoir, ai-je dit. Le silence qui suivit avait une toute autre texture que le précédent. Sa mâchoire se contracta. La main posée sur son genou bougea lentement, sans prévenir, et trouva la mienne entre les sièges. Chapitre 10. La demande en mariage dans la voiture après le sauvetage. Il ne lâcha pas ma main jusqu'à ce que nous arrivions à son appartement. Il n'en fit aucun commentaire. Je n'en fis pas plus. C'était l'une de ces choses qui existent mieux sans mots. Et Dante et moi avions appris, au cours des derniers mois et de la manière la plus douloureuse qui soit, que certaines choses perdent de leur essence lorsqu'on essaie de les exprimer par des mots. La conversation que nous avions eue dans la voiture resta entre nous pendant des jours, non pas comme un sujet non résolu, mais comme un fondement. De ne plus jamais te revoir, avais-je dit d'une voix différente, celle qui prend tout son sens quand on dit la vérité la plus profonde, et son silence après. Et la main qui ne lâchait pas la mienne. C'était comme des briques. Nous ne savions pas encore ce que nous construisions, mais nous savions que nous construisions. 3 semaines après le sauvetage, j'étais chez lui. Ce n'était pas une décision formelle. C'était une érosion progressive de la résistance que j'avais maintenue pendant des mois, accélérée par ce qui s'était passé, par ce qui avait été dit dans la voiture, et par un après-midi précis où, en rentrant du travail, j'ai réalisé que mon premier réflexe avait été de décrocher le téléphone pour l'appeler, et le second de regarder autour de moi, dans cet espace qui n'appartenait qu'à moi, et de sentir qu'il manquait quelque chose. Je ne lui ai rien dit. Je suis arrivé avec une valise de taille moyenne, et il n'a fait aucune remarque sur sa taille. C'était notre langage, mais le langage sans mots a ses limites, et ces limites sont apparues la 2e semaine. Une nuit, je me suis réveillé à 3 heures du matin et il n'était pas dans le lit. Je l'ai trouvé dans le salon, debout devant la fenêtre, son téléphone à la main,
avec une expression qui me rappelait. Je me souviens de l'homme que j'avais rencontré le premier jour. Fermé, inaccessible, fonctionnant dans un registre qui ne m'incluait pas. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, il a répondu que c'était le travail. La même façon qu'avant Milan, comme si la porte était close. Je suis retourné dans la chambre et suis resté éveillé jusqu'au lever du soleil, me demandant si j'avais fait une erreur. Il y a eu la dispute à propos de la clinique de Lorenzo, quand j'ai découvert sa déclaration et que je l'ai confronté. Non pas par colère à propos de l'aide, mais par colère parce qu'il ne me l'avait pas dit, car me cacher des choses était précisément le schéma qui nous avait séparés auparavant, et je me demandais s'il allait le répéter, sous une autre forme. Je devais savoir. Maintenant. J'ai payé parce que c'était nécessaire, a-t-il dit. Tu me l'as caché parce que c'est ta façon de faire, ai-je rétorqué. Le silence qui a suivi était de l'ancien genre, celui que je ne voulais plus. Il est resté silencieux un long moment, puis a dit avec une difficulté que j'ai vue dans sa mâchoire avant même de l'entendre dans sa voix. Je ne sais pas encore comment faire autrement, mais j'essaie. C'était peu de choses, mais il était honnête. Et j'apprenais qu'avec Dante, l'honnêteté était le point de départ de tout. Lorenzo était dans une clinique de désintoxication financière et psychologique, un programme destiné aux personnes qui s'enfoncent dans les dettes de jeu et qui ont besoin d'un cadre extérieur pour ne pas retomber dans l'engrenage. Pour la première fois de sa vie, il avait fait ce choix, et c'est ce que je n'arrivais toujours pas à assimiler, des semaines plus tard. Parce que Lorenzo avait passé des années à tout résoudre seul, à porter le fardeau sans rien laisser paraître, à arriver avec des plats préparés au micro-ondes, des sourires trop faciles et des étreintes qui duraient plus longtemps que d'habitude. Le Lorenzo qui avait enfin demandé de l'aide était une version de lui que je n'avais jamais vue et que j'apprenais à reconnaître avec ce mélange de soulagement et de douleur, propre à quelqu'un qui comprend que l'aide est arrivée parce qu'il était trop tard pour ne pas venir. J'allais le voir tous les mardis après le travail, avec la constance de quelqu'un qui sait qu'une présence régulière est différente d'une présence intense, et que mon frère avait besoin de la première. Dante a payé le traitement. Je l'ai découvert par hasard, grâce à un relevé qui se trouvait dans le mauvais dossier, avec le nom de la clinique, le montant et la signature d'autorisation que j'ai reconnus. Sans avoir besoin de vérifier. Je suis resté un long moment à fixer ce papier, une émotion m'envahissant que je ne voulais pas encore nommer, car nommer revenait à tirer une conclusion sur sa signification, et je n'étais pas encore prête à l'accepter. Je n'ai rien dit. Lui non plus. C'était notre langage. Des choses dites sans être dites, comprises sans être expliquées, parfois insuffisantes, parfois juste ce qu'il fallait. Un mercredi soir, j'étais sur le balcon quand il est rentré. La ville s'étendait en contrebas, baignée de cette lumière dorée de fin d'après-midi qui transforme les immeubles en silhouettes dorées sur le ciel, et j'étais de profil par rapport à la porte, les mains sur la rambarde, le ventre déjà bien rond. Et il y avait dans cet instant un calme que j'avais oublié, un calme que les nuits pouvaient connaître. J'ai entendu la porte s'ouvrir. J'ai entendu ses pas. Je les connais par cœur maintenant, dans tous les registres, y compris celui de son arrivée, lorsqu'il me cherche du regard avant toute autre chose, le registre que j'ai entendu ce soir-là. Il s'est arrêté à la porte-fenêtre, m'a regardé un instant avant de venir vers moi. Et il y avait quelque chose dans ce regard, vu de loin, que j'ai perçu sans pouvoir le définir précisément. L'expression de quelqu'un qui découvre une scène inattendue et qui s'arrête un instant pour l'observer avant d'y entrer. Il est venu, s'est tenu près de moi à la rambarde, son bras frôlant presque le mien. Un silence confortable, pour la première fois depuis longtemps. Non pas le silence tendu des non-dits, mais le silence de deux personnes qui se trouvent au même endroit et n'ont pas besoin de le combler par des mots. Lorenzo M.A. Apoli. J'ai répondu, je sais. Il a dit qu'il était venu te parler avant tout. Un silence. Le bruit de la ville résonnait en contrebas. Tu as dit que tu t'étais énervé, ai-je dit. C'était vrai, mais il avait raison. Dante a tourné la tête vers moi. Et il y avait dans cette expression quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, dans aucune des versions de lui. Ni le patron, ni le séducteur, ni l'homme en costume qui intimide sans avoir besoin d'élever la voix. C'était l'homme qu'un frère agaçant et courageux avait placé devant un miroir, et qui, des semaines plus tard, contemplait encore ceux. Il l'avait vu. Il a une façon terrible de dire les choses justes, dit Dante. J.I. rit. Un petit rire involontaire, le genre qui vous échappe avant même que vous ayez décidé de rire. Et il m'a entendu rire avec cette expression que j'avais appris à reconnaître comme celle de quelqu'un qui retient quelque chose qu'il ne dira pas encore à voix haute. Le silence qui suivit n'était pas pesant. C'était l'arrivée. J'étais un idiot, dit-il. Direct, sans détour, sans la couche de construction que la plupart des gens mettent autour des admissions qui coûtent quelque chose. Avec toi. Après cette nuit à Milan, je savais ce que je ressentais et j'ai choisi le mur parce que c'était plus facile que de ne pas savoir quoi faire du reste. Ce n'était pas le cas, dis-je. Ce n'était pas le cas, acquiesça-t-il.
Tu ne m'as jamais rien dit. Je sais. Ses yeux ne se sont pas détournés. Je t'ai laissé croire que tu n'étais qu'un autre. Parce que cela me terrifiait plus que tout ce que j'avais jamais ressenti, et je n'avais pas les mots pour le décrire. Alors, j'ai fait ce que je sais faire quand je n'ai pas les mots. J'ai construit un mur. J'ai construit un mur, confirma Théil sans se justifier, avec cette franchise habituelle. C'était sa façon d'être honnête, quand il choisissait de l'être vraiment. Ça n'efface pas les mois, dis-je. Non, acquiesca-t-il. Mais c'est la vérité, et tu mérites la vérité avant tout. Il sortit quelque chose de la poche de sa veste. Ce n'était pas grand-chose. Ce n'était pas le genre de chose qui se fait remarquer. Une simple bague, en or sombre, avec cette qualité d'un objet qui porte l'histoire sans avoir besoin de l'expliquer. J'appris plus tard que c'était le modèle de la bague de sa mère, son seul point de repère pour ce qu'il essayait de faire, et qu'il avait passé plus de temps à choisir cette bague qu'à prendre n'importe quelle autre décision au cours de l'année écoulée. Il la tint entre ses doigts. Il ne s'agenouilla pas. Ce n'était pas son genre, et je ne voulais pas qu'il le soit, car Dante à genoux serait une version de lui qui ne serait pas la sienne, et j'avais besoin que cela soit vrai. Je ne sais pas comment faire, dit-il. Sa voix était plus basse que d'habitude. La texture de quelque chose dit à une personne précise, à un moment précis, qui n'aurait pas la même résonance dans un autre contexte. Je ne sais pas comment avoir quelqu'un sans que cela ne devienne une forme de contrôle. Je ne sais pas comment aimer sans effrayer l'autre, ni moi-même. Je n'ai rien dit, a-t-il poursuivi. Mais j'ai appris une chose. Son regard croisa le mien avec cette intensité qui ne se détournait pas, celle que j'avais appris à reconnaître, au fil des mois, comme sa véritable nature. La seule chose qui m'est vraiment effrayé, c'est le temps que tu as passé loin. Sans savoir si j'arriverais à temps, j'ai retenu mon souffle. Tu as compté, ai-je murmuré. Tout le monde. Le poids de ces mots est arrivé lentement, non pas comme un choc, mais comme une marée. Comme les choses les plus importantes arrivent quand elles sont trop vraies pour être précipitées. Dante Viscari, qui avait bâti toute sa vie sur le contrôle et la distance, et sur sa capacité à n'avoir besoin de personne au point de se montrer vulnérable, avait compté les minutes. Tout le monde. Il déposa la bague dans le creux de ma main, pas à mon doigt, dans ma paume. Avec ce geste précis et intentionnel. C'était la différence entre donner et offrir, entre décider pour moi et me laisser le choix. Reste, dit-il. Pas parce que c'est mon enfant. Pas parce que je te le dis. Parce que je te le demande. Tu détestes demander, dis-je. C'est vrai, confirma Théil avec une franchise si directe qu'elle en était presque drôle. C'est ce qui ressemble le plus à une demande en mariage. Pour l'instant, dit-il. Et il y avait de l'humour dans sa voix. Ce nouvel humour, celui qui était apparu ces dernières semaines, quand les barrières avaient commencé à s'effondrer, différent de toute légèreté que je lui avais vue auparavant. Je peux m'améliorer avec la pratique, ris-je. Un vrai rire. Ce rire franc qui ne surgit que lorsqu'on est avec la bonne personne, au bon moment. Et il m'entendit rire avec cette expression que j'avais déjà vue au restaurant à Milan, quand j'avais ri d'une de ses remarques sèches, et que je pouvais maintenant nommer. C'était l'expression de quelqu'un qui venait de comprendre qu'il voudrait voir ça pour le restant de ses jours. J'ai passé la bague à mon doigt. Tu vas avoir besoin de beaucoup d'entraînement, ai-je dit. Sa main s'est posée lentement sur mon ventre avec une douceur qu'il apprenait encore à maîtriser, une douceur qui lui coûtait encore quelque chose, mais qu'il payait sans se plaindre. Elle est restée là, chaude et ferme, sur le ventre où notre enfant grandissait avec l'indifférence saine des bébés face à toute la complexité émotionnelle des adultes qui les entouraient. On a le temps, a-t-il dit. On a le temps. Mon frère m'avait prévenu dès le premier jour. Il disait qu'il était dangereux, un coureur de jupons, impossible à contrôler. Il avait raison sur toute la ligne. Il s'est trompé sur un seul point. Il pensait que ça me ferait partir. C'est précisément ce qui m'a fait rester. Ce que j'ignorais, c'est qu'en choisissant de rester à ses côtés, j'ouvrais aussi la porte à tout ce qui allait suivre. Désir criminel, voilà. Cela conclut le premier tome, et j'ai déjà terminé le deuxième. Vous pouvez y accéder pour une somme modique. L'enveloppe est arrivée sans adresse d'expéditeur. Je l'ai ouverte, pensant qu'elle venait du bureau. Un autre document. Une autre signature. À l'intérieur, des dates, des enregistrements, des emails que je n'avais jamais vus, et une ligne manuscrite à la fin, d'une écriture inconnue, mais empreinte d'un calme que seul celui qui connaît les dégâts qu'il cause peut avoir. Il n'était pas seulement au courant des dettes de votre frère. Il les a détournées, il a poussé Lorenzo sur le chemin qui a mené à votre enlèvement. Demandez-lui pourquoi. J'ai laissé tomber le papier, j'ai regardé la bague, puis mon ventre, près de la porte du bureau où Dante se trouvait à ce moment-là, ignorant que je détenais la preuve que l'homme qui m'avait demandé de rester était celui-là même qui avait déclenché le danger. Dante ne m'avait pas sauvé d'un enlèvement.
Il m'avait sauvé d'un piège qu'il avait lui-même tendu. Et pour la première fois depuis que j'avais dit oui, je ne savais plus si je voulais être là. Comme vous pouvez le constater, ce n'était qu'un petit aperçu du tome 2. Pour voir la version intégrale non censurée, cliquez simplement sur le premier lien dans le commentaire épinglé. On se retrouve dans quelques secondes. Pour rappel, cliquez sur ce premier lien dans les commentaires et le tome 2 complet, sans publicité et sans interruption, vous attendra. C'est aussi simple que ça. J'adore travailler sur le tome 2. Et puisque vous l'appréciez aussi, je vous promets que la suite arrive. Vous y trouverez des histoires encore plus torrides. De la romance sombre et authentique. Et comme cette version est beaucoup plus osée, la vidéo ne serait pas bien accueillie publiquement sur YouTube. Cet espace privé me permet de révéler toute ma personnalité et de donner le meilleur de moi-même pour vous. Sachez que la chaîne a été démonétisée. C'est donc un moyen pour moi de préserver mon équipe et de continuer à vous proposer des histoires de grande qualité. Je vous donnerai bientôt d'autres nouvelles. Je vous attends au premier lien du commentaire épinglé. Malheureusement, beaucoup de personnes téléchargent notre enregistrement audio, copiant ainsi l'histoire en entier et la republiant simplement sur YouTube. Si vous souhaitez regarder l'histoire originale et être parmi les premiers à recevoir les suivantes, recherchez My Stories by Désir criminel sur YouTube pour obtenir le meilleur contenu de romance sombre. N'oubliez pas, la chaîne officielle est My Stories by Désir criminel sur YouTube. Je vous y attends. Shilla. Shilla. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez vraiment aimé, abonnez-vous et likez.